Monsieur Christophe Gouache qui est avec nous, qui nous fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui pour un peu plus d'une journée à Genèse. Alors, d'abord, vous accueillir, vous souhaiter la bienvenue en salle des illustres au nom du maire d'Agen, Jean Dionis. Thomas Zambouni va nous rejoindre dans quelques instants, mais il ne faut pas trop perdre de temps parce que notre pause déjeuner est minutée. On va démarrer sans plus attendre. Vous dire très rapidement que vous êtes ici aujourd'hui parce que nous répondons à un des engagements pris par la municipalité d'Agen au moment des états généraux des quartiers. Vous avez été nombreuses et nombreux à participer ici dans cette salle. Et de ces états généraux des quartiers, il était ressorti la nécessité, une fois que les conseils de quartier auraient été élus, ce que vous avez fait, eh bien, de vous former aux enjeux de démocratie participative, dont vous êtes à Agen la première manifestation. Vous avez été élu au suffrage universel direct. Vous partagez la gouvernance de la ville avec les élus municipaux de la ville d'Agen. Ce sujet de la démocratie participative imprègne réellement les politiques publiques municipales et donc doivent aussi à ce titre vous imprégner, vous, conseillers de quartier. Et c'est pour cela que nous avons souhaité, avec Christophe Gouache, que vous connaissez, puisqu'il était à la manœuvre pour les états généraux des quartiers, il se représentera, eh bien, nous avons souhaité ce temps de formation qui se décompose donc en deux temps. Une première session ce midi et ce soir, vous viendront vous remplacer d'autres de vos collègues conseillers de quartier. Et donc ce seront ainsi, Patrick, plus de 70 conseillers de quartier qui auront donc participé à cette formation que nous avons voulu maintenir, alors dans un contexte sanitaire particulier, donc on aurait aimé bien entendu que ça puisse être plus chaleureux, que nous puissions être plus nombreux. Nous nous adaptons au contexte et nous avons malgré tout souhaité organiser ce temps de formation. Voilà, je vais sans plus attendre passer la parole à Christophe. Et puis je vous souhaite à la fois un bon appétit et une bonne formation. Merci beaucoup. Alors, je vais essayer de voir si je me mets un petit peu debout, vous entendez quand même, ça va? Ouais. Ce sera un tout petit peu plus dynamique qu'enfoncé dans le fauteuil où vous ne me verrez pas. Donc, effectivement, l'idée était ici un petit peu de dire, ces conseils de quartier sont aussi l'occasion de continuellement faire évoluer les pratiques et ça bouge de plus en plus en termes de démocratie participative ici, en France, en Europe. Et donc l'idée est d'aller voir un petit peu les postures, d'aller voir un petit peu les méthodes, les outils qui nous permettraient d'aller vers davantage de participation des habitants, davantage d'implication des habitants dans la gouvernance locale. D'accord? Donc on va parler dans un premier temps un petit peu juste du cadre général. Rassurez-vous, ce n'est pas de la grande théorie, mais quelques éléments quand même conceptuels. Et ensuite, vraiment des cas précis, des cas concrets, de aussi comment cette démocratie participative s'exprime dans différents territoires à travers l'Europe. Allez, on est parti. Alors, juste un tout petit mot d'intro quand même pour dire, mais pourquoi même est-ce qu'on parle de démocratie participative? Parce que le principe même, quand même l'essence même de la démocratie, dans sa définition, c'est le pouvoir du peuple par le peuple. Donc, techniquement, démocratie participative, c'est même déjà une oxymore, puisque les deux concepts s'entretiennent dedans. Pour autant, notre démocratie, en fait, elle a fait un choix. Elle a fait un choix de s'exprimer à travers ce qu'on appelle la démocratie représentative, dans laquelle le peuple élit des représentants pour qu'ils décident en leur nom et en leur place. Et en même temps, on s'est rendu compte, il y a, alors c'est notamment né dans les années 60, 70, etc., qu'il y a des mouvements citoyens qui ont commencé à élever des voix alors, sur différents sujets, notamment à l'origine plutôt sur des questions urbaines, des questions d'aménagement du territoire. Se dire, mais finalement, il faut davantage prendre en compte les habitants lorsqu'on mène des projets de politique publique et de politique de la ville.
Et plus récemment, il y a eu aussi quand même un petit mouvement qui a duré une grosse année, et qui n'est pas tout à fait éteint, qui s'appelle le mouvement des Gilets jaunes, et qui quand même a contribué aussi un petit peu à un réveil de certaines consciences chez certains élus, de se dire mais on a une urgence à se reconnecter aux citoyens et à impliquer davantage les habitants dans la décision publique. Et puis ce constat, il commence à être un petit peu accablant quand même sur la démocratie et son état de santé. Et et c'est pas que le cas ici, en France, c'est le cas un petit peu dans toute l'Europe, et même dans un grand nombre des démocraties occidentales. L'Institut Pew, par exemple, qui est un institut aux États-Unis, nous dit que trop de personnes aujourd'hui dans le monde sont insatisfaites du fonctionnement de la démocratie. Les démocraties souffrent d'un retrait de confiance et de participation du public, avec les effets qu'on observe, de montée de discours plus extrêmes, etc. Et IDEA, qui est l'Institut international pour la démocratie, nous dit pour éviter un recul de la démocratie, il faut approfondir et élargir la participation. Donc cet enjeu de participation, c'est pas juste un truc chouette à avoir, c'est un vrai enjeu aussi pour sauver un peu la démocratie. Donc il y a un enjeu contextuel très très fort. Pour autant, on entend de temps en temps, de la part de certains élus, de certaines collectivités, cette phrase-là que je vous ai mis ici en grand, qui est de dire bon, la participation, franchement, entre nous, ça sert à rien, parce que de toute façon, les citoyens ne sont pas des experts. Nous, on connaît notre métier, c'est nous qui sommes les techniciens, les experts, et donc c'est nous qui devons prendre les décisions, etc. Vous vous en doutez, nous, un petit peu moins convaincus que ça, et on est convaincus que surtout les citoyens ont ce qu'on appelle une expertise d'usage, une expertise d'habitant, qui peut même d'ailleurs aussi être leur expertise parfois professionnelle, et que leur connaissance aiguë du quotidien, du quartier, de la commune, etc., leur donne une expertise d'usage. Et cette expertise d'usage, juste pour donner un exemple, c'est-à-dire quand on reconçoit un trottoir, au service technique, il n'y a peut-être pas des gens qui sont pas un jeune papa avec une poussette et un enfant dans la main. Et bien, ça, c'est de l'expertise d'usage, c'est de la vraie expérience. Et donc, quand je passe pas entre le poteau et le mur et le muret parce que c'est trop serré, ça, c'est l'expérience très concrète, très empirique. Sauf qu'en même temps, elle est assez précieuse, cette expérience-là. Parce qu'elle peut nous permettre de corriger des choses et d'améliorer la fabrique de la ville au quotidien. Donc ça, c'est un petit peu ce qu'on pourrait qualifier ici justement d'expertise d'usage, d'expertise citoyenne. Et heureusement, on commence à avoir des petites études qui nous confirment l'intérêt de la participation citoyenne et qui amènent des preuves aujourd'hui scientifiques pour dire notamment que la participation des citoyens à l'élaboration des politiques publiques permet non seulement au gouvernement d'exploiter des nouvelles sources d'information, des perspectives et des solutions potentielles aussi qui sont plus vastes et qui améliorent la qualité des décisions. Donc c'est-à-dire que on n'est pas dans de l'accessoire, on est vraiment dans faire mieux à travers la participation citoyenne. Et alors du coup, le concept de base, c'est quoi? Le concept de base, c'est de dire, en fait, la démocratie participative, c'est une conception de la démocratie, de la gouvernance locale, où finalement les citoyens ont une plus grande part à prendre dans les décisions. Et non pas une fois tous les 6 ans, mais durant ces 6 années, comment est-ce que les citoyens contribuent à la fabrique de la ville, à la conception des services publics, aux nouvelles politiques, etc. Et moi, ça me fait penser un petit peu à un dicton qui a émergé dans les années 60-70 au niveau du domaine de la santé. Le domaine de la santé a longtemps été aussi un domaine dans lequel le patient n'avait pas son mot à dire. Il y a les chercheurs et les médecins qui donnent des traitements et il n'y a pas à dire des mots, quoi que ce soit à dire sur le traitement, puisque c'est nous qui savons ce que vous avez besoin. Et dans les années 70, ont émergé des mouvements de patients qui ont dit non, le patient demeure un sujet qui a son mot à dire sur le traitement justement qu'on lui donne. Avec ce dicton qui était rien pour moi sans moi. Donc rien qui ne me concerne sans que je sois partie pris de la décision. Et finalement, ce dicton, il marche un petit peu pour nous aussi.
en disant, mais en tant qu'habitant de la ville, finalement, on pourrait imaginer que rien ne se fasse totalement sans les habitants de la ville. Voilà. Et lorsqu'on l'amène à une échelle locale, en fait, il y a plusieurs convictions derrière. La première conviction, c'est de dire qu'en fait, faire la ville avec les habitants, je vous le disais tout à l'heure, c'est s'appuyer sur leur expertise d'usage, donc leur connaissance de la ville, leur quartier, dans lequel eux circulent tous les jours, habitent, etc. Faire la ville avec les gens, c'est aussi s'assurer qu'il y ait un échange et une conversation avec les habitants. C'est-à-dire qu'il y ait un dialogue, qu'il y ait une coopération entre habitants et pouvoir public. Et puis, c'est aussi faire confiance aux habitants dans leur capacité à penser à l'intérêt général. On a, parmi les détracteurs de la participation citoyenne, des arguments, là je vous ai sorti sur l'expertise, mais il y en a une cinquantaine, des arguments et de prétextes pour surtout pas impliquer les habitants. Et parmi ceux-là, il y a notamment le fait que ça ne sert à rien de travailler avec les habitants, puisque de toute façon, les habitants ne pensent qu'à eux et à leur propre intérêt. C'est pas si ferme que ça. C'est pas complètement faux, parce que, mais ça ne s'applique pas qu'aux habitants, ça s'applique à tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a aussi, on est humain et donc on a des intérêts personnels. Pour autant, les habitants peuvent aussi travailler vraiment dans des logiques d'intérêt général, d'intérêt commun, de bien commun. Et on verra d'ailleurs des exemples qui le montrent. Donc, en tout cas, le citoyen habitant n'est pas que un habitant égoïste qui ne pense qu'à lui. Au contraire, et d'ailleurs, si c'était le cas, on aurait zéro association, zéro altruisme, zéro entraide, zéro solidarité, etc. Ce qui, on va le reconnaître, n'est pas le cas. Faire la ville avec les habitants, c'est aussi une logique où on donne plus de place pour co-construire la ville. Et ça, on y reviendra, mais c'est un élément important. Faire la ville avec les habitants, c'est la co-construire avec eux. C'est pas juste de dire, allez, on va leur demander leur avis une fois de temps en temps, et d'ailleurs, leur avis, on en fera ce qu'on veut. C'est on co-construit ensemble les solutions, dès le début, pas a posteriori, avec déjà tout le projet ficelé, et dans lequel on peut modifier 3,8. C'est des choses qui arrivent. Et l'enjeu, c'est aussi de se dire que, en fait, si on fait avec les habitants, c'est pour faire mieux. Et ça ne doit pas, en tout cas, être considéré, notamment par les élus, par les techniciens, etc., comme une perte de légitimité, une remise en question de la qualité de leur travail, etc. Mais par contre, en faisant ensemble, on peut faire mieux. Et donc, il ne faut pas se priver de le faire. Donc les décisions publiques, si on les co-conçoit, elles ont davantage de chances d'être plus pertinentes. Je vous ai mis cette image, elle ne vient pas d'Agen, elle vient d'un autre territoire, mais je suis sûr qu'on peut retrouver dans Agen et à peu près dans n'importe quelle ville. Vous voyez ce petit chemin de traverse qui passe à travers le parc. C'est exactement le bon exemple d'une pratique des habitants qui ne colle pas tout à fait avec ce qui avait prévu ici l'urbaniste paysagiste. Et alors, il y a deux manières de réagir. Soit on est l'urbaniste paysagiste et la ville se dit « Ah, les citoyens ne respectent rien, il y a un beau chemin et ils habitent du gazon. » Et d'ailleurs, limite, on va mettre des grillages et des panneaux pour interdire de traverser sur le... Ou on se dit peut-être que c'est parce que le cheminement dans ce parc est mal conçu. Et qu'en fait, si le chemin démarre ici et va là-bas, c'est parce qu'en fait, ici, il y a un gros nœud d'arrêt de bus et en face, une place avec des cafés, et que les gens ne circulent pas dans un parc en marchant perpendiculaire. Peut-être. En tout cas, ça mérite au moins de se poser la question, de réinterroger l'aménagement à travers le prisme de la pratique citoyenne. Et au moins de se dire, peut-être que c'est l'occasion de repenser la chose, et que ce n'est pas juste le plaisir des habitants d'habiller le gazon. Les habitants ont autre chose à faire. Donc vous voyez aussi cette logique-là, pour nous, elle est importante parce que c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour juger la pratique des habitants. On est là pour l'observer, essayer de la comprendre, et de l'analyser. Et de se dire, mais tiens, se poser des questions à partir de cette pratique en se disant, mais finalement, est-ce que ça ne nous permettrait pas de réinterroger notre service public, nos politiques publiques, la manière dont on construit la ville, etc. Ça, c'est un petit peu les différents niveaux de la
participation citoyenne. Alors ça, il y a une chercheuse qui s'appelait Arnstein qui, dans les fins des années 60, a élaboré ce qu'on a appelé l'échelle de la participation citoyenne. Et elle a élaboré une échelle, alors ici que j'ai un tout petit peu simplifié et remis en image, et elle nous décrit les différents niveaux. Les niveaux les plus classiques, c'est ceux d'en bas. Donc, information, consultation, concertation. Information, j'en parle même pas, parce que pour moi c'est le niveau 0 de la participation citoyenne. C'est à minima déjà de bien informer les citoyens. Ce qui n'est pas pour autant toujours bien fait. Niveau 1, c'est consultation. Grosso modo, la consultation, c'est quoi? C'est un acteur public qui a pensé un projet, qui a développé le projet, etc., et qui vient avec son plan tout ficelé, voir les acteurs, les parties prenantes, pour dire qu'est-ce que vous en pensez. Et les acteurs disent ouais, non, ça va pas, ça. Oui, mais bon, c'est pas vraiment modifiable ces trucs-là. À part ce petit alinéa-là, etc., on ne pourra pas faire grand-chose pour modifier parce que c'est déjà programmé. Alors, je caricature un petit peu je tire le trait évidemment, mais souvent, quand même, dans la consultation, il y a eu un tellement gros travail en amont qu'on a du mal à faire des pas de côté vraiment. Et puis après, il y a un niveau un petit peu plus ambitieux, c'est celui de la concertation. Alors ça, on l'entend davantage, notamment au niveau plutôt national, etc., quand il y a la concertation avec les parties prenantes des acteurs sociaux, etc. Alors, c'est pas parfait non plus, ça c'est bien. Souvent, le projet est quand même un petit peu plus ouvert, on peut un peu plus le modifier. Par contre, souvent, qui est invité dans les processus de concertation, ce n'est pas les habitants, c'est des acteurs organisés, institutionnels, etc., qui sont dans la défense légitime de leurs intérêts, de ce pourquoi ils se battent, etc. Les habitants sont rarement dans des processus de concertation. Ce qui nous intéresse, nous, ici, c'est plutôt ces niveaux-là. C'est d'être dans des logiques de co-création avec les habitants et l'acteur public. De vraie co-création, c'est-à-dire de co-développer les solutions ensemble, de les co-inventer et de réfléchir ensemble. Et pour autant, parfois il y a des processus de co-création, on engage les habitants, etc. Et puis on a fait travailler les habitants, on va les voir, on dit bravo, vous avez fait sortir des chouettes idées, beau travail. Et puis je repars, hop, avec sous le bras les propositions des habitants, et puis je fais mon marché là-dedans. Je dis ça non, ça oui, ça d'accord, etc. Et donc tout le processus de co-création débouche sur un truc où, bon, j'ai pas tellement de garanties ou de mots à dire sur finalement la suite des événements. Petit exemple quand même, processus de co-création avec la Convention citoyenne pour le climat au niveau national, mais pas de pouvoir derrière de décision donnée aucunement à cette convention, et donc l'État fait son marché un petit peu comme il le souhaite, et génère, on le comprend, un petit peu de frustration pour ces citoyens qui ont bossé pendant un an pour développer des trucs un peu ambitieux. Donc ça nous interroge sur l'étape d'après. L'étape suivante, que vous voyez tout de suite, c'est celle de la codécision. Là, c'est autre chose, c'est de dire, on donne, et ça ne veut pas dire les tout pouvoirs, hein. C'est-à-dire qu'à minima, il y a peut-être une négociation à avoir, il y a un pouvoir partagé, il y a en tout cas un processus dans lequel on donne un vrai poids à ce que les habitants vont avoir à dire sur le sujet. Moi, on en verra quelques-uns, hein, mais j'ai des tonnes de cas où politiquement, l'élu avait dit, mais voilà, sur cette question-là, on consulte les habitants, et ce qui sera sorti de cette consultation est pris tel quel et compte comme autant de voix que les élus municipaux eux-mêmes, et c'est non négociable. Et ça sera pris en compte de la même manière à niveau égal. Donc, on peut trouver en tout cas des modalités qui permettent des formes davantage de codécision. Alors, je ne vais pas m'attarder sur les deux autres niveaux, notamment parce que c'est des niveaux un tout petit peu plus conceptuels et, je ne vous le cache pas, un peu plus rares. C'est celui du pouvoir délégué. Donc là, c'est l'acteur public qui remet un peu les clés à des collectifs, à des groupes de citoyens organisés, etc., sur des sujets précis. Hein.
Et en même temps, je dis ça, c'est plus rare, mais pour moi, les conseils de quartier d'Agen sont un petit peu là-dedans. Parce que c'est un petit peu presque une forme de délégation de service public, pas privé, mais délégation de service public citoyen. C'est-à-dire que la mission des conseils de quartier sur la gestion de l'aménagement, de la voirie, des travaux de rénovation urbaine, etc., sont une mission publique qui est déléguée à vous, au conseil de quartier, et sur lequel vous avez quand même un pouvoir important de décision, d'arbitrage, etc. Donc on est presque dans ces rares expériences qui sont des formes de pouvoir délégué. Et puis, l'étape la plus... C'est sûr que c'est pas des étapes qui vont du plus mieux au moins bien. Hein. Ils ont tous leur intérêt selon la nature des politiques publiques, la nature des projets, etc. D'accord ? Donc il n'y en a pas un mieux que les autres. Hein. Mais le dernier niveau, alors oui, je vois qu'il est caché. Il va vous faire sourire parce que... Voilà. Bon, alors je ne vous le cache pas, celui-là, on a beaucoup moins d'exemples. Il est assez rare, ou alors très ponctuel, très... voilà. Mais c'est des cas plutôt dans lesquels on va avoir des acteurs à qui on va vraiment déléguer des formes d'autogestion. Donc les rares cas où on les trouve, c'est des cas soit de communautés très rurales, reculées, etc. Et où à un moment donné, il y a voilà, un peu non seulement une remise des clés, et puis le fait de dire, mais, voilà, vous autogérez les investissements locaux, les machins, mais on est sur des choses un petit peu... Voilà un petit peu les différents niveaux de cette participation citoyenne. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire un peu de tous ces niveaux. On peut faire, pour certains projets, la consultation elle est parfaite, pour d'autres, ce sera des moments de co-création, etc. On peut alterner ces moments de participation. Autre élément important, quand même, c'est aussi que ces outils de la participation, jusqu'ici, sont quand même un peu souvent très classiques. Et on a beaucoup de mal à être ingénieux et créatif pour repenser la manière dont on travaille avec les habitants. Et heureusement, on va voir quelques exemples dont on peut le faire. Mais souvent, les outils classiques, c'est référendum, réunion publique, cahier de doléances, conseil de quartier, etc. C'est à la fois chouette, etc., mais ça a aussi souvent toute une série de limites qu'on connaît maintenant et qui méritent qu'on aille un petit peu plus loin dans nos manières de faire cette participation des habitants. L'image que je vous ai mise, typiquement, c'est pour illustrer un référendum qui est un peu mal tourné, c'est celui du Brexit, qui était un peu une fausse bonne idée au départ, et où on voit bien que lorsqu'il est mal fait, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a pas toute une montée en compétences et en connaissance des enjeux, des aboutissants, etc., on a des réactions spontanées, intuitives, émotionnelles, etc., qui n'ont plus rien à voir avec le sérieux de la question qui était posée et les enjeux qu'il y avait dedans. Et avec les effets que ça peut avoir par la suite. Est-ce que je vous ai perdu ou ça va? Ou la digestion est en cours et donc tout va bien? Ça va? Ok. Si ça ne va pas, vous faites des grands signes, vous m'interpellez, vous me dites stop, et on continue. Alors on a des bonnes nouvelles, les innovations démocratiques se multiplient. Il y a une accélération énorme, pas que en Europe, mais déjà en Europe, sur ces questions de démocratie participative. Ça pousse partout les initiatives et surtout les nouvelles formes aussi de participation citoyenne et de démocratie. On va en regarder quelques-unes. Qui sont un peu exemplaires ou impressionnantes. La première, c'est... la première, non, il n'y a pas de première, d'ailleurs, il n'y a pas d'ordre. Hein. C'est que des trucs qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, volontairement, pour brosser un peu large notre affaire. Le budget participatif. Alors, le budget participatif, si je ne me trompe pas, c'est né à Porto Alegre dans les années 80, et au départ comme quelque chose d'un petit peu expérimental. Aujourd'hui, il y en a plusieurs milliers dans le monde, des budgets participatifs. C'est un outil que l'acteur public a le plus saisi, parce qu'il a été aussi maintenant très documenté, outillé en termes de méthode.
Mais grosso modo, le principe du budget participatif, hein, vous y êtes un petit peu familier, je pense, c'est l'acteur public qui se dit, sur une partie du budget d'investissement de la ville, eh bien, on le met à non seulement décision des habitants, mais aussi à ce que les habitants proposent eux-mêmes des projets d'investissement dans la ville. Et une des villes qui a un peu surpris tout le monde par son ampleur, c'est la ville de Paris. La ville de Paris a dit, on va faire un budget participatif. Alors souvent, les budgets participatifs, c'est 100 000 balles, c'est 1 million d'euros. Eux, ils ont dit, on va mettre 5% de notre budget d'investissement en budget participatif. Ce qui, quand on est ville de Paris, représente 500 millions d'euros. Et il y a plus de 5000 projets qui ont été proposés par des collectifs citoyens, par des assos, etc. dans tout Paris. Et ça dure depuis 2014. Ça a prouvé pas mal d'effets et a permis le développement de tout un tas de projets auxquels la ville n'aurait pas pensé d'elle-même. Voilà. Donc ça, c'est ça l'intérêt ici, c'est de se dire, entre guillemets, la ville n'a pas forcément le monopole de l'idée et que les citoyens peuvent tout à fait suggérer tout un tas de choses un petit peu inattendues, qui sont des manques dans des quartiers, etc. Donc budget participatif, voilà. Alors, il y a un truc encore plus vieux, qui est assez intéressant, qui s'appelait à l'époque le FPH, le Fonds de participation des habitants. C'est assez différent. On est sur une forme de micro-appel à projet. Ce qui était malin, c'est né dans le Nord-Pas-de-Calais, vous voyez, en 98. Ce qui est intéressant avec le Fonds de participation des habitants, c'était que c'est né avec cette idée que les collectifs, les assos, les citoyens engagés, parfois avaient besoin de pas grand-chose pour pouvoir porter des projets. Ils n'avaient pas besoin d'un appel à projet à 5 000 euros, etc. Et donc, le fonds de participation des habitants, c'était des petites enveloppes de 800 euros. 800 euros pour monter une fête dans un quartier, un événement culturel, des petites choses. Et en fait, c'était une espèce de mini-enveloppe subside, de mini-coup de pouce, qui permettait le passage à l'action. Et ça a été malin parce que justement, c'était un processus extrêmement léger. C'était pas, vous avez un dossier de 50 pages à faire, 25 factures et justificatifs à rendre à la mairie, etc. Non, parce qu'en même temps, c'était un tout petit budget. L'acteur public lui-même demandait des garanties un petit peu légères, voilà, réduites, pour justifier la dépense des fonds. Et ça a permis en Nord-Pas-de-Calais de développer des tonnes et des tonnes de projets qui sont soit des projets d'animation culturelle, de vie sociale, plein de sujets de gestion urbaine, de proximité, etc. Autre modalité, c'est les appels à projets en tant que tel. Celui-là, par exemple, c'est celui de Bruxelles, et où la ville de Bruxelles dit, voilà, nous on veut soutenir des initiatives durables, et on lance un appel à citoyens pour porter des initiatives. Il y a 100 000 euros au total de budget, pas par projet, mais vous pouvez faire des petits projets à 500 euros, comme des gros à 5 000. Et on soutient la mise en place des projets. N'importe qui peut participer, le comité de quartier, les parents d'élèves, des voisins, etc. En plus, en Belgique, on a un truc qui s'appelle l'association de fête. L'association de fête, c'est que vous pouvez être 4 habitants, et vous formez une association, qui n'est pas une association équivalent loi 1901, carte trésorier, non, c'est un groupement informel d'habitants, mais qui se forment en association de fait, et donc du coup qui peuvent toucher des subsides. Et donc c'est une modalité, mais il n'y a pas d'équivalent en France, mais c'est extrêmement léger du coup, et donc ça facilite aussi beaucoup plus la mise en place de collectifs, parce que c'est extrêmement léger. Autre exemple qui n'a rien à voir, juste pour vous montrer aussi la diversité des échelles entre des petites choses qui sont dans le quartier, machin, la participation citoyenne, elle peut se faire sur des choses qui sont aussi un peu stratégiques. Par exemple, l'Islande a dit en 2011, on doit réviser notre constitution. Et ils ont dit, mais on va réviser la constitution, mais on veut que ce soit des citoyens qui la co-révisent. Ils ont pris 950 citoyens, tirés au sort, et ils les ont enfermés le temps d'un week-end pour réviser toute la constitution islandaise. Ils ont apporté toute une série de pistes de transformation, etc.
Et puis après, tu as 25 citoyens qui ont passé un autre week-end pour cette fois-ci se mettre à l'écriture de la Constitution sur base de ce qui avait été fait. Et cette Constitution a été adoptée, c'est devenu la nouvelle Constitution islandaise. Donc, voilà, là, un processus très différent sur un sujet qui n'est pas la fête de quartier, qui est carrément la Constitution nationale d'un État. En Belgique, il y a eu, en 2011, il y a eu, vous voyez, ça remonte déjà, 10 ans. Il y a eu une expérience qui a fait des petits depuis, qui s'appelait le G1000. Le G1000, c'est la photo que vous voyez tout en haut, c'est 1000 citoyens rassemblés dans un gigantesque hangar pour travailler tout un week-end à définir l'ensemble des enjeux qui doivent être mis sur la table de l'agenda politique de la ville. Ces 1000 citoyens, ils ont été tirés au sort parmi la liste des habitants. Alors ça, c'est autre chose que vous n'avez pas non plus, malheureusement, c'est que vous n'avez pas de liste d'habitants ici. Vous avez des listes électorales, mais par exemple, nous en Belgique, dès qu'on s'installe dans une commune, etc., on est enregistré par la commune et on devient habitant de la commune, on est résident de la commune. Et donc, les communes ont leur liste de résidents. Et donc ici, ils ont envoyé, je ne sais plus, 10 000 courriers d'invitation pour avoir 1000 habitants de tout horizon, complètement tirés au sort, de tous les âges, de toutes les diversités sociales, culturelles, niveau d'éducation, etc. Et on se pose la question, mais qu'est-ce qui doit être mis à l'agenda politique de... L'enjeu étant évidemment que derrière tout ça apparaissent en fait plein d'enjeux dont l'acteur public ne se saisit jamais et qui là du coup sont suggérés par les habitants. Les conseils de quartier d'Etterbeek, je vous le mentionne juste parce que c'est un conseil de quartier et que vous êtes des conseils de quartier, que ça peut être intéressant de voir comment d'autres prennent leur forme. Le conseil de quartier d'Etterbeek, c'est 30 habitants. 30 habitants, dont 16 sont tirés au sort. 7 sont des commerçants et des petites entreprises et acteurs du quartier. 7 sont des volontaires citoyens qui ont dit moi je veux les filmer. Mais les 16, la majorité, sont des tirés au sort. Et ils composent ce groupe mix de 30 citoyens. Tous ces citoyens, ils ont une petite compensation, alors vous ne voyez pas, mais ici, ils ont une petite compensation qui fait que, parce que je ne vais pas raconter tout le truc, mais ce qui est malin notamment, c'est que la ville d'Etterbeek a dit on sait que c'est du boulot, etc. Donc, ils ont une mini-compensation lorsqu'il y a des réunions du conseil des assemblées citoyennes, ils ont un petit jeton de présence de 20 € et il y a le repas et surtout aussi la garde d'enfants qui est remboursée. Et ça, vous voyez, ça fait partie de ces choses où, si on veut à un moment donné qu'il y ait des jeunes actifs, des jeunes parents qui soient présents, il faut pouvoir lever des barrières à leur participation. Et ici, c'est ça que je trouve malin, c'est de se dire, et je dis ça, mais avec Nicolas Castet, on est parti dans le cadre du réseau Urbact. Vous savez, Agen fait partie d'un réseau qui s'appelle Active Citizens, qui donc un projet pendant 2 ans, on échange avec 7 autres villes d'Europe sur démocratie participative. Et donc avec Nicolas, on est parti à Santa Maria da Feira. À Santa Maria da Feira, ils ont ce qu'ils ont appelé un jeune maire. Donc il y a un jeune qui est élu maire, il y a le vrai maire, et il y a un jeune maire et un jeune maire avec son équipe municipale. Et pour lever les barrières à la participation, notamment parce que c'est un territoire qui a pas mal de villages aux alentours, la mairie va jusqu'à prendre en charge le déplacement de ces jeunes, et donc va les chercher, il y a un chauffeur de la mairie qui va les chercher chez eux parce que les parents ne sont pas dispo, etc. Et donc, entre guillemets, ici, une logique où ils se donnent les moyens pour permettre à ce que ça ne soit pas uniquement celui qui a la possibilité, qui a les facilités, mais vraiment aller chercher ceux qui ont envie, et donc pas uniquement ceux qui ont les capacités ou les possibilités. Ça, c'est des choses qui méritent d'être méditées un petit peu. À Bruxelles, ils ont lancé assez récemment aussi, il y a quelques années, un truc qui s'appelle le droit d'interpellation citoyenne. C'est-à-dire que si la condition d'interpellation, c'est que c'est un bel document, c'est juste un sujet. S'il n'y a plus
de 20 habitants qui veulent mettre un sujet sur la table et qui soit discuté, ils donc co-signent à 20 habitants cette interpellation citoyenne, ce qui oblige le collège du bourgmestre et des échevins, donc ici l'équivalent du conseil municipal, à mettre le point à l'agenda du conseil municipal. Après, ils peuvent ne pas donner suite, etc., mais ça force l'acteur public à mettre le sujet sur la table. La maison de la citoyenneté à Kingersheim, ça a été lancé il y a déjà presque 20 ans, il y a une longue culture de la démocratie là-bas. Et l'enjeu de la maison de la citoyenneté, c'est que le maire avait décidé que toutes les décisions un peu qui nécessitaient des réflexions collectives se passeraient dans un lieu dédié à ça. Donc ils ont créé ce qu'ils ont appelé la maison de la citoyenneté, c'est l'espèce de table ronde de chevalier qu'il y a tout en bas, où c'est pas justement des sachants d'un côté et les habitants en face, un petit peu dans la configuration dans laquelle on est là. On est tous ensemble, tous autour de la table, et les habitants interviennent, discutent, débattent des sujets. Dans les derniers sujets, il y a quelques années, ils débattaient vous savez, des changements des horaires scolaires, là, des aménagements d'emploi, du temps, etc. Et donc, parce que ça faisait débat, etc., et qu'ils devaient prendre des positions. Voilà. Et donc, ils ont créé un espace dédié au débat citoyen pour héberger ça dans la vie. Autre cas, si on retourne d'ailleurs à Santa Maria da Feira, nos collègues portugais, ils ont un truc qui n'est pas inintéressant. Alors, on pourrait retrouver un petit peu quelques liens avec certaines démarches qui existent aussi ici, autour des banques du temps, de la corderie, des choses comme ça. Ici, c'est un peu différent. Ils ont créé ce que nous on appelle, ils n'appellent pas comme ça, mais nous on appelle une réserve citoyenne. Il y a tout un tas de citoyens qui sont prêts à donner un coup de main. Mais un coup de main ponctuel, pas à dédier 6 ans de leur vie dans un conseil de quartier. Par contre, donner un coup de main ponctuel, il y a plein d'acteurs, des citoyens qui sont chauds pour donner un coup de main. Et du coup, c'est né du fait que la ville de Santa Maria da Feira avait régulièrement une grosse activité culturelle, beaucoup d'événements culturels, etc. Et donc, ils avaient régulièrement besoin de volontaires. Donc, ils ont demandé régulièrement aux habitants de rejoindre les troupes pour donner un coup de main. Et ils se sont dit, on va noter, finalement, on se constitue cette liste, et cette liste a continué de grossir. Et l'intérêt aussi, c'est que du coup, maintenant, cette réserve citoyenne, elle est en ligne, ce qui permet aux citoyens qui sont volontaires de voir les appels à volontariat, et donc de voir les projets où il y a besoin de donner un coup de main. Et donc le citoyen peut dire, tiens, là il y a un projet vachement bien sur la distribution de repas solidaires et un marché gratuit, je vais donner un coup de main là-dessus, ou au contraire, moi j'en ai rien à faire de ça, moi ce qui m'intéresse c'est plutôt les concerts et les événements, et je vais donner un coup de main là-dessus. Et en fait, cette réserve, elle est extrêmement vivante, il y a plus de 400 citoyens déjà dans cette réserve, et elle constitue une chouette force vive qui est ponctuelle, mais extrêmement efficace. Et puis, il y a quand même aussi un autre élément qui est à prendre en compte, c'est la question des technologies. Je veux dire, aujourd'hui, on communique quand même plus facilement avec les technologies. On a avec nous 6 personnes qui sont connectées et qui suivent cette conférence en ce moment même. Et donc, il y a un enjeu à aussi se saisir de la technologie pour la démocratie. Alors, ça donne le nom à un truc qu'on appelle les civic tech. Donc, ça vous saurez. Les civic tech en anglais, donc la technologie au service du civique. Et un des pays un petit peu les plus avancés d'Europe, c'est l'Estonie. L'Estonie a pris le pli, mais pas que sur la e-démocratie, sur la e-administration depuis déjà le tout début des années 2000, donc ça fait plus de 20 ans que les Estoniens font tout en ligne. Toutes les démarches administratives, ils votent même en ligne, tout est en ligne, depuis très longtemps. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont vraiment développé cette culture-là. Ils ont développé des plateformes permettant, par exemple, aux citoyens de déposer
des commentaires et suggérer des amendements sur la loi. Donc, tout comme les députés le font, enfin nos députés font ça, là ce sont les citoyens qui peuvent suggérer des commentaires et des amendements. Alors avec tout un processus de modération, de machin, etc. Il y a toute l'ingénierie qui va avec, évidemment. Mais c'est intéressant à regarder. Autre élément intéressant, c'est la plateforme Decidim. Elle a été lancée en 2017. Si je me trompe bien, c'est Barcelone qui l'a lancée, avec cette logique de se dire, mais voilà, on a une plateforme sur laquelle on peut faire des appels à projets citoyens, du budget participatif, de la votation en ligne, etc. etc. Tout l'enjeu, évidemment, de cet outil numérique, c'est pas qu'il remplace la démocratie présentielle au quotidien, etc., mais qu'il soit complémentaire. Tout l'enjeu, c'est qu'en fait, ça nous permet d'aller notamment, aussi bien quand vous êtes, je sais pas où, dans votre train ou à attendre le bus, de voter sur des trucs, d'avoir cette espèce d'ultra facilité à la participation citoyenne. Il n'y a pas de raison pour que la participation citoyenne et la démocratie participative soit un énorme fardeau hyper lourd qui va être méga engageant. Je veux dire, aujourd'hui, on a quand même aussi des manières de rendre la vie publique plus facile, etc. Donc, il y a probablement des choses à explorer là-dessus, aussi sur comment, à travers ces outils-là, on peut explorer des modalités de participation un petit peu différentes. Et ce qui est important, c'est aussi de se dire que la participation citoyenne, elle peut se faire sur plein de champs d'action publique. Elle peut se faire, et c'est le cas notamment des conseils du quartier pour vous, sur des questions d'urbanisme, de travaux de voirie, etc. Ça peut se faire aussi sur du service public. Je veux dire, lorsque on parle d'accès au service public, de démarches administratives, etc., nous, une grosse part en ce moment de notre travail, c'est de repenser avec les habitants des services publics. Vous voyez, si vous voulez, je sais pas quoi, si telle démarche administrative est une galère pas possible, que l'administration comme les habitants n'en sont pas satisfaits, bon, il faut la repenser. Et en fait, le mieux c'est de la repenser avec les habitants. Parce qu'en fait, on va peut-être se rendre compte que le formulaire qui est demandé aux habitants est tellement mal foutu, que personne n'y comprend rien, que du coup les habitants le remplissent mal, que du coup les agents n'arrivent pas à déchiffrer ce qui est écrit, que du coup il manque 25 pièces, etc. Et qu'en fait tout le monde là-dedans perd du temps. Peut-être que si on repense le formulaire ensemble, on peut peut-être arriver à quelque chose d'intéressant. Voilà. Donc, repenser les services publics ensemble. Les politiques publiques, inévitablement, que ce soit les politiques sociales, culturelles, éducatives, on peut tout à fait co-réfléchir là-dessus. Et ça peut aussi se faire sur des plans stratégiques, des visions pour le futur, des plans climat, des Agenda 21, etc. Il y a eu Agenda 2030, enfin voilà. Ça peut aussi se faire sur des choses de cette nature. C'est lourd à digérer, hein. C'est dense. Hein. Heureusement, on essaye de l'enregistrer et vous aurez. De toute façon, il faut dormir dessus. Et maintenant, je voudrais vous montrer un petit peu, pour vous concrètement, quelques outils, méthodes, etc. Ok ? On essaie de faire ça ? Alors, un truc important, partez toujours du principe qu'il n'y a pas de modèle, il n'y a pas de recette unique de la participation, et donc, on n'a pas à se censurer dans la manière dont on fait de la participation. Soyons imaginatifs, soyons créatifs. Il n'y a pas une seule façon de faire de la participation. Et ce qu'on observe aujourd'hui, c'est justement les trucs qui marchent le mieux sont des trucs qui sont expérimentés, qui sont légers, etc. Donc on va voir quelques exemples. Donc, démocratie participative en pratique. Je vous mets ce schéma-là. Il paraît peut-être... Bon, il y a un petit problème d'affichage, il n'est pas hyper lisible, mais c'était juste pour vous dire que les processus de participation des habitants peuvent se faire à tous les niveaux dans une démarche de fabrique des politiques publiques. On peut le faire au moment où on doit définir les besoins, les problèmes. Ça peut se faire sous la forme d'un diagnostic avec les habitants. Le G1000, c'était ça.
Ces 1000 habitants qui disaient mais c'est quoi les problèmes qu'on doit résoudre à l'échelle de la ville. Ça peut se faire parfois au moment de l'enquête. Ce que j'appelle l'enquête, c'est l'investigation, c'est l'analyse des problèmes, c'est le diagnostic plus en profondeur. Ça, on peut très bien le faire avec des habitants. Co-définir ou agir. Pourquoi pas co-générer des idées, clairement. Prototyper, identifier les solutions prometteuses, etc. Alors, rien ne s'y oppose. Tester, c'est la même chose. Et puis évaluer aussi. Il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas évaluer des politiques publiques, des services publics avec des habitants. Alors, message important, je vous dis ça juste pour vous dire que cette question de la participation citoyenne, elle peut se faire à tous les niveaux d'une conception de politique publique. Pas nécessairement qu'elle doit se faire à tous les niveaux. D'accord ? La nuance est importante. C'est-à-dire que, ici, je ne suis pas en train de vous dire il faut que les citoyens soient dans tout le processus. Non. Si ça a du sens qu'ils interviennent à un point qui a de la pertinence, très bien. Et ça suffit. Et il y a aussi l'ingénierie, la gouvernance de la ville qui sera nourrie de cet apport-là. Donc ça peut être aussi juste à un moment qu'il y a une participation. D'accord ? Alors, maintenant je vais vous montrer un petit peu si on fait ces 4-5 étapes, si j'en prends 4-5 dans le lot, et qu'on regarde concrètement ce que ça veut dire. Ça veut dire par exemple, j'ai cru comprendre que vous devez faire un diagnostic pour votre quartier. Bon. Ce qui revient à enquêter, peut-être travailler in situ, analyser les problèmes et engager la conversation avec les habitants. Alors, chose importante quand même, moi je suis très friand de cette phrase d'Henry Mencken, qui est un journaliste américain, qui disait « Pour chaque problème complexe, il existe une réponse qui est claire, simple et fausse. » Il faut combattre vous savez, les problèmes complexes, et puis vous allez voir des gens qui disent « Ah, c'est simple, il suffit de ça. Il suffit de... » Sur les problèmes complexes sociétaux urbains, il suffit jamais de deux. Pour faire un petit clin d'œil, vous voyez, ce genre de réponse un peu simpliste, on l'a déjà entendu politiquement il n'y a pas très longtemps outre-Manche. Il y a un problème d'immigration illégale. Bah, c'est simple, il suffit de construire un long mur. Oui, bah, ça serait connu si c'était aussi simple. Voilà. Bon. Donc ce genre de posture, c'est important de les déconstruire parce que c'est jamais aussi simple. Et juste avant de rentrer dans quelques exemples d'outils et de méthodes, c'est hyper important de ne pas se tromper sur les problèmes sur lesquels vous allez travailler. Ça paraît tout con à dire, mais le problème c'est que ça arrive que ce soit le cas, notamment aussi parfois dans les collectivités, mais partout, hein, c'est qu'on pense savoir quel est le vrai problème qu'on essaie de résoudre, et donc on va mettre une énergie folle à développer des solutions et des idées, etc. Et en fait, on se rend compte qu'elle tombe un peu à côté de l'idée. Mais parce qu'on n'avait pas bien pris le temps de regarder le problème sous tous les angles, et qu'en fait, c'était pas tout à fait le bon problème qu'on est en train de résoudre. On essaie de résoudre un problème, je sais pas quoi, si je prends l'exemple de mobilité, vous dites, là il y a des gros bouchons à ce carrefour-là, on va essayer de creuser des solutions pour ce carrefour-là. En fait, le problème, c'est pas tant uniquement ce carrefour-là, c'est 3 rues plus loin, parce qu'il y a une voie de bus et que là-bas c'est fermé, etc. Qu'en fait, tout cela génère mon problème que j'avais cru identifier. Alors, 5 petits conseils, hein, ils valent ce qu'ils valent, mais moi je trouve que c'est intéressant de les avoir en tête. 5 problèmes, 5 choses, 5 réflexes quand vous êtes face à un problème. Principe, le problème n'est pas un poil bon. Si vous dites au moins déjà ça dans votre tête, ça vous permet d'aller un tout petit peu plus loin. C'est-à-dire, au moins de se poser la question si c'est vraiment le bon problème qu'on est en train de résoudre. Deuxième, c'est le problème est sûrement plus compliqué que ce qui n'y paraît. Partez toujours de ce principe-là. Parce que c'est ça qui va vous inviter à aller plus loin, à creuser. Sinon, vous allez prendre le problème de manière extrêmement superficielle. Et vous allez louper des occasions de travailler sur des sous-causes, des facteurs, etc. Vous allez louper dans l'affaire. Troisième réflexe, dites-vous que le problème concerne de nombreuses personnes et certainement bien plus que celles auxquelles vous pensez immédiatement.
Quatrième, le problème ne va pas être résolu avec une seule et unique solution. Et probablement une série de solutions complémentaires qui font système, etc. C'est l'exemple de mon mur de tout à l'heure. J'ai un problème complexe, mon mur ne va pas être la seule solution a priori. En tout cas, je pense qu'on pourrait mettre notre main à couper pour... le cinquième, le problème ne sera pas résolu sans poser de nouveaux problèmes. Alors peut-être que c'est OK. Si en même temps ces nouveaux problèmes sont moins importants que les premiers, auxquels on répond, très bien. Ce qui est juste important, c'est d'en être conscient. Et donc, alors dans le jargon, c'est aussi parfois ce qu'on appelle, vous savez, les effets rebonds. Les effets rebonds, c'est on fait un truc et hop, on ne s'est pas rendu compte, mais ça a généré des rebonds un peu inattendus, et on se reprend un peu dans la figure. Et donc voilà. Ça, c'est un truc. Bon, les solutions trop faciles, je vous l'ai dit. Vous mettez les gens dehors qui vous disent il suffit de faire ci, il suffit de faire ça, etc. Et en fait, quelque part, moi je vous invite à penser vos quartiers comme un technicien de scène de crime. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a là, il délire vraiment, il tant qu'il boit un coup, qui s'hydrate, le pauvre garçon. Je dis ça parce qu'on l'a fait vraiment avec des agents. On était à Strasbourg. Il y a un événement qui s'appelle les entretiens territoriaux de Strasbourg, et où les collectivités vont pour explorer des sujets. Et on s'est retrouvés, nous, en tant que designers, à travailler avec un technicien de scène de crime, de la police. Et on a essayé de tirer des liens entre le design des politiques publiques et l'innovation publique et le technicien de scène de crime. Et on a trouvé qu'il y avait des trucs qui étaient un peu inspirants, et donc je vous les partage. Les gens que vous voyez là, c'est nos agents qui étaient en faux techniciens de scène de crime. Mais il y avait des vraies, enfin pas des vraies scènes, mais des fausses vraies scènes qu'on avait installées. Donc partez toujours du principe que, comme un technicien de scène de crime, quand il arrive sur une scène, il part du principe que c'est jamais aussi simple que ça en arrive. Qu'on doit s'attacher aux détails et aller fouiller dans les endroits que personne ne pense à regarder. Sinon, on prend des décisions hâtives, des conclusions trop courtes, etc. Donc, alors essayez de voir aussi en quoi ça peut faire écho à vos pratiques en tant que conseiller de quartier. Je veux dire, est-ce que je m'arrête à juste ce qu'on m'a dit? Est-ce que je vais essayer de fouiller un peu? Est-ce que je vais essayer de comprendre? Est-ce que je vais ouvrir des portes? Voilà. Il faut élaborer, confronter des hypothèses pour envisager différents scénarios. Il n'y a rien de mieux que ne serait-ce que déjà entre vous, mais aussi avec des habitants, de dire mais tiens, on a ce problème-là, qu'est-ce que vous en pensez de ce problème-là? C'est quoi, selon vous, les clés de lecture de ce problème? Parce qu'il y a de fortes chances que, selon les sensibilités, les regards, etc., et en fait, ça nous permet de découvrir le problème sous des angles un peu frais qu'on n'aurait pas imaginé autrement. Donc ça, c'est toujours assez riche. Et surtout, on essaye de pas, alors, ça c'est surtout vrai pour les techniciens de scène de crime, hein, mais on ne préjuge pas de ce qui est arrivé. On peut avoir des intuitions, Colombo en a beaucoup, et se trompe rarement, mais même Colombo, il vérifie les faits. C'est-à-dire qu'il nous faut des preuves. Et ça, c'est un élément important dans vos investigations, dans vos diagnostics. Vos diagnostics, ils doivent être prouvés. Vous ne pouvez pas vous satisfaire de dire « Oh, il y a un problème de sécurité dans ce quartier. » Est-ce que c'est une impression? Est-ce que c'est une perception? Est-ce que c'est vérifié par les faits? Est-ce que la police a des faits là-dessus? Ou est-ce qu'en fait tout ça, c'est juste une espèce d'impression générale? Vous voyez ce que je veux dire? Si on est un peu sérieux dans ce qu'on fait, ben on doit avoir un peu des preuves, des faits, comme un scientifique qui... Voilà. Alors, évidemment, ma comparaison, elle s'arrête un peu là, hein, avec les techniciens de scène de crime. Déjà parce que vous n'avez pas de scène de crime, enfin du moins je n'espère pas, et que dans un quartier, tout ne peut pas s'expliquer sur un seul élément de lieu ou de temps comme une scène de crime. D'accord? Et puis surtout, autre élément très important, et ça c'est hyper important pour nous, on n'est pas tellement là, nous, pour chercher des coupables. On n'est pas en train de mettre au procès les habitants, etc. On est là pour essayer de comprendre ce qui se passe et la situation et le machin.
Donc, ce qu'on suspecte, nous, c'est pas les gens, même si c'est parfois le mauvais réflexe. On n'est pas là pour suspecter les gens pour suspecter les usages, les pratiques, etc. Donc ça, c'est un élément important. Alors, on peut pousser la métaphore un tout petit peu plus loin. Hein. Moi, je trouve que ça serait vachement chouette, par exemple, dans vos conseils du quartier, fassiez ça. Vous savez, les tableaux d'investigation policière. Mais en fait, alors, évidemment, ce pas des photos de suspects, hein, mais c'est des photos du quartier. Voilà. Des photos de scènes, vous parliez, je sais pas, de problèmes de mobilité, de propreté, etc. Faites une enquête. Faites comme une enquête policière et prenez plaisir là-dedans. Faites-vous plaisir. Par exemple, nous, on a développé mais d'ailleurs, on pourrait vous le passer, il est entièrement en Creative Commons, tout est en libre et open source. On a créé ce qu'on a appelé le kit d'investigation des usages. C'est pour faire comme les policiers, sauf que pour de la politique publique et de la collectivité. Donc ça, c'est notre tableau d'investigation. Là, on était dans un... Alors, c'était pas dans un quartier, c'était dans un centre de tri des déchets. Et on a fait... Donc dans le kit, il y a le chantier sur lequel vous travaillez, et puis il y a des photos, il y a nos preuves. Et vous voyez, en dessous des preuves, il y a des petites phrases. C'est des verbatim. On appelle ça des verbatim, c'est des citations de choses qu'on nous a dit et qui nous ont marqué. Vous imaginez, faites votre tour dans le diagnostic du quartier, etc. Et toutes les phrases un peu clés que les habitants nous ont dit, on la note. On la note et elle figure dans le tableau d'investigation, etc. Vous voyez? Alors, on prend plein de phrases clés. Pourquoi? Parce que ce qu'on cherche derrière, c'est des potentielles pistes d'innovation, des potentielles pistes de solutions. Et donc, souvent, quand on fait un diagnostic, ça peut être intéressant de les capturer. Alors nous, on a poussé un peu le vis jusqu'au bout. Vous voyez, on a même fait les marqueurs comme pour les preuves. Et donc, on a des petits marqueurs, on les met dans l'espace, puis on fait une photo. Alors vous voyez, prenez votre trou dans le trottoir, vous mettez le marqueur numéro 3, clac, vous faites la photo, etc. Et vous faites votre enquête du quartier. Et on a créé ce qu'on appelle aussi des cartes de posture et des cartes de méthode. Je vais juste vous en citer quelques-unes, parce que je pense qu'elles sont intéressantes si vous faites, si vous jouez les investigateurs dans vos quartiers. Accorder des circonstances atténuantes. C'est la première posture. Je vous le disais tout à l'heure, on n'est pas là pour pointer du doigt, chercher des coupables, etc. Ça, c'est trop facile. C'est trop facile. Pourquoi? Parce que ça nous évite surtout de chercher à comprendre. C'est tellement plus simple de dire « Ouais, mais c'est à cause de bidule ». Ouais, mais partez peut-être aussi du truc qu'il y a peut-être des circonstances derrière. Et on ne sait pas si elles vont atténuer ou pas. Elles vont vous donner des clés de lecture. Sinon, c'est extrêmement simple. C'est extrêmement simple de balancer sur le voisin, etc. Donc, accorder des circonstances atténuantes pour se forcer à les creuser. Et pas se limiter à être dans un espèce de jugement simpliste et raccourci. Ça, c'est un élément important. Ce qui veut dire qu'en fait, c'est une compétence aussi d'empathie et de bienveillance de votre part. Quasiment de présomption d'innocence par défaut. Et après, parfois, on faut des vrais coupables quand même, mais il y a présomption d'innocence. Adopter la posture du naïf. Ça, Colombo le faisait très bien. Ça marche. Ça, moi j'adore, nous on fait tout le temps. On va, dès qu'on fait des investigations, etc., voir les gens et vous savez, alors faussement naïf évidemment. Vous avez des intuitions, et en fait, l'avantage de jouer le naïf, c'est que vous allez reverbaliser des choses qui peuvent sembler absurdes et qui, lorsque vous les posez naïvement, vont éclater de manière vraiment frappante. Et donc, vous allez pouvoir remettre en cause des choses qu'on ne questionne plus parce que justement, vous jouez un petit peu ce naïf et donc vous êtes vraiment presque un air innocent. Vous voyez, je dis ça et je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression que... Bon. On n'est pas contre vous. Ça, vous avez compris le principe, hein, c'est un peu le même que celui que... Donc on n'est pas là pour être contre, etc., etc. Alors, je passe pour les postures, juste vous montrer quelques méthodes, et je ne vais pas vous les montrer comme ça, je vais les montrer en vrai. Enfin, en vrai, avec des photos. Dans les méthodes, il y a
le fait qu'une investigation, ça se fait avec les gens. Et qu'il faut connecter au maximum d'acteurs. Je ne dis pas que si vous êtes que vous n'êtes pas 9 super investigateurs dans chacun de vos conseils de quartier. Mais une investigation, c'est tellement plus riche si on va chercher des gens qui ont d'autres pratiques du quartier, vraiment. Le commerçant d'un côté, l'étudiant, la petite dame qui promène son chien, la personne qui est en fauteuil roulant, etc., etc. Élargissez au maximum. Ici, on travaille en Guadeloupe, avec le ministère de la Justice, on travaillait sur les mineurs délinquants violents. Et la première chose qu'on a fait, c'est dire, mais en fait, les gars, si on travaille sur un sujet comme ça, il faut qu'on identifie toutes les personnes qui, de près ou de loin, gravitent autour de nos mineurs délinquants. Et vous voyez ce qui est en bas à droite, et un peu partout en fait, c'est la tentative de cartographie de tous les acteurs qui, de près ou de loin, gravitent avec les mineurs. Et en fait, tous ces acteurs-là, à un moment donné, on doit pouvoir, les identifier, et potentiellement, à minima, les rencontrer une fois, dans le meilleur des cas, même travailler avec eux et les inclure dans le groupe de projet, etc. Parce qu'il y a une richesse énorme que ces acteurs ont, et des visions professionnelles complètement différentes entre la gendarmerie, tous ceux qui viennent du monde de la santé, le monde des entreprises et de la formation professionnelle, etc., ont des visions complètement différentes de notre même sujet qui était ici, les mineurs délinquants. Donc, faire avec et connecter les acteurs, c'est hyper important. Et que vous n'avez pas, c'est normal, personne de là, la science infuse. Donc, il n'y a pas de raison que, parce que vous habitez votre quartier, vous sachiez tout sur votre quartier. Donc, c'est intéressant d'aller explorer d'autres points. Autre élément, c'est hyper intéressant, et moi je pousse toutes les collectivités avec lesquelles on bosse, d'aller chez les gens. Ça peut paraître bizarre ou incongru, mais ça vous apprend tellement. Il faut, quand on rentre chez les gens, c'est là où on se rend compte parfois aussi des conditions de vie des gens. On parlait d'empathie tout à l'heure, à un moment donné, quand on fait une réunion de quartier dans un quartier, on ne se rend pas compte. Parce que genre, on a mis les gens dans un espace neutre, on ne connaît pas leur environnement de vie. Et nous, on le fait, mais même au niveau des collectivités, avec les agents eux-mêmes. On emmène les agents dans le bureau des agents, pas dans la salle de réunion, dans le bureau des agents. À un moment donné, je ne sais plus, je crois pas que je l'ai mise ici, mais non, je ne l'ai pas mise. Mais à un moment donné, quand on débarque et qu'on voit que le bureau de la directrice, le directeur en général nous dit ouais, cette directrice-là, elle se plaint tout le temps, etc. Ok. Maintenant, moi, ça ne me suffit pas. J'ai envie de comprendre pourquoi, j'ai envie de comprendre ce qui se passe. Et puis, on va chez elle, dans son bureau, on se rend compte que non seulement le lieu où elle bosse, il tombe en ligne, qu'à 50 cm de son fauteuil, elle a des champignons qui poussent sur son mur, et que ça fait 6 mois qu'il n'y a rien à réparer. On commence un petit peu à comprendre le potentiel énervement de cette dame qui est devenue un petit peu moins douce et patiente qu'avant. Et sauf que si vous n'êtes pas rentré, etc., que si vous n'avez pas vu cette réalité-là, il vous manque des clés de lecture. Donc, aller chez les gens et changer sur place permet justement d'aller se rendre compte des choses par soi-même. Et vous voyez cette phrase en haut, pour moi elle est hyper importante, c'est arrêter de se représenter les usagers en allant vraiment les voir. Vous savez, c'est ah non mais eux, on les connaît, ils sont comme ci, ils sont comme ça. Et vous les connaissez vraiment? Vous avez déjà mangé avec eux? Bah, peut-être pas. Considérer les usagers comme experts, je passe, mais l'idée c'est de prendre donc, les usagers du quartier comme des experts du quartier. Et donc vous pouvez tout à fait faire, par exemple, de la cartographie participative du quartier. Ici, vous voyez, avec les agents, on leur a dit, ben voilà, on va dessiner par exemple les flux, les mobilités, tous les endroits où il y a des problèmes. Vous voyez, tous les post-it où il y a des problèmes, etc. Et puis, tous les endroits où il y a des idées qui émergent déjà. Ça, c'est assez efficace. Et puis, vous savez, souvent, on a la fâcheuse tendance de dire ouais, le diagnostic, c'est bon, on l'a fait. On a déposé 500 questionnaires dans des boîtes aux lettres.
Vous avez combien de réponses? 30. Ok, d'accord. Et sur les 30, il y en a combien d'intéressants? 12. Ok, bien. Et parfois, on a vachement mis d'énergie là-dedans. Parce qu'il a fallu aller faire toutes les boîtes aux lettres, il a fallu créer le questionnaire, etc. Vachement d'énergie pour un résultat dont on n'est pas nous-mêmes hyper enthousiastes. Et là, par exemple, ce que je vous montre là, c'est ce qu'on est en train d'expérimenter à Bruxelles. On a investi dans une petite tente et on a fait un petit dispositif qu'on appelle un dispositif de collecte de témoignages d'habitants. Et donc on s'installe le temps d'une après-midi, en général 4-5 heures, soit midi 16 heures, 17h, 20h, etc. On s'installe dans la rue et on sert le thé et le café aux gens. C'est la première chose qu'on fait. Vous voulez un café maintenant? Ok. Et vous habitez où? Et si la personne, elle habite à Laken, la commune là où on travaillait, on dit, ah mais on est en train de collecter des témoignages des habitants sur l'habitat, la mobilité, l'alimentation, et on a toute une série de thèmes qu'on est en train de traiter. Et on discute un petit peu avec la personne, et surtout, ce qu'on fait, c'est qu'on lui dit, mais si vous êtes d'accord, on aimerait enregistrer votre témoignage. Et donc la personne que vous voyez dans la tente, c'est juste un enregistrement audio, mais on enregistre les témoignages de la personne. Ici, on a collecté, en 8 ou 9 collectes, on a collecté plus de 120 témoignages d'habitants. Et surtout, des témoignages d'habitants qu'on n'aurait jamais, mais alors jamais vu à une réunion de quartier. On a eu des gens d'une diversité sociale, d'origine ethnique, etc., énorme. On a eu vraiment des gens et dans une très grande précarité qui subitement ont pleuré dans la tente parce qu'ils étaient écoutés. Et puis d'autres qui étaient des intellectuels, etc. Enfin, on a eu une diversité de gens, mais assez incroyable. Et aussi même de diversité d'âge. Donc vous voyez, parfois, ici c'est 120 témoignages hyper qualitatifs qui durent 5 à 10 minutes, qui en plus sont enregistrés, qui sont de matière hyper riche, mais qui nous ont pris 8 après-midi dans 8 quartiers de la commune de Laken. Et donc parfois, c'est intéressant de se poser la question du format, de la manière dont on interagit. Ici, on n'est pas dans une salle, etc. On est avec les habitants dans la rue, et surtout, on chope les passants. Parce que je sais qu'un des trucs le plus dur en participation, c'est fameux, c'est toujours les mêmes. Ouais, mais si vous voulez que ce soit plus toujours les mêmes, il faut qu'on aille à des endroits où il y a d'autres gens. Je ne sais pas si je vous montrerai tout à l'heure, mais vous pouvez tout à fait aller dans des endroits où on ne vous attend pas. Allez collecter vos avis, je sais pas quoi, au club de danse d'à côté, terrain de pétanque le dimanche après-midi, sur le club de foot d'à côté, oui, à des endroits où en plein milieu du supermarché. Le supermarché, c'est parfait pour ça. Et là, vous avez une très grande diversité de gens. Donc on peut aller chercher des gens différents, mais si on les fait venir juste à notre réunion de quartier, bien sûr qu'on ne touchera pas des gens différents. Alors, en Guadeloupe, ici, ce qu'on faisait, c'est aussi on faisait des appels à témoignages. C'est-à-dire, on donne la parole à ceux à qui on ne la donne pas habituellement. Donc ça, c'est une autre modalité. Mais là, on avait dit à plein d'éducateurs, mais venez, il n'y a pas de hiérarchie ici, vos directeurs ne sont pas là, mais vous allez nous raconter une expérience de vie professionnelle que vous allez juger marquante positivement ou négativement. Et ils se sont racontés des témoignages entre eux. Alors, pour l'anecdote, quand même, 100% des témoignages étaient que des témoignages d'échecs. Tous ont uniquement partagé des témoignages d'échecs professionnels, qui les avaient marqués dans leur prise en charge des mineurs et qui avaient été vécus comme des échecs. Ce qui là aussi fait prendre conscience quand même que parfois il y a des choses qui méritent d'être racontées et qu'il y a peu l'occasion d'exprimer. Faire des reconstitutions, vous disais tout à l'heure, on est dans le kit d'investigation des usages, comme à la police criminelle. C'est vachement intéressant de faire des reconstitutions.
C'est souvent on vous dit ouais, ça s'est passé comme ça. Pourquoi la police a fait la reconstitution? Parce que ça permet de potentiellement revérifier si ce qu'on nous a dit c'est cohérent. Ça tient la route ou pas cette affaire? Alors, il faut imaginer, là je vous donne des cas volontairement un peu décalés par rapport à vous, mais il faut vous imaginer dire tiens, sur quoi est-ce que j'ai entendu des trucs et on pourrait essayer de faire une reconstitution, etc. Ici, là, c'est la reconstitution de l'arrivée en prison d'un jeune détenu pour son premier jour. Donc évidemment, on n'a pas demandé à un jeune détenu de revivre son arrivée. Donc on l'a fait nous. On l'a fait nous à minima pour... voilà, avec tous les biais que ça, on est conscient. Donc ça va, à partir du moment où vous êtes conscient des biais que vous entraînez. Et donc on a fait le truc. Et le directeur de la prison nous avait dit, les jeunes, on leur remet une sorte de pactage d'accueil. Leur pactage de nécessités qu'ils auront besoin dans leur cellule. On nous a dit ça comme ça. Alors moi je fais tout mon parcours avec, en salle d'attente, machin, etc. Puis on me remet mon pactage. Le pactage c'est celui du milieu. Pour un pactage, c'est un petit peu symboliquement, je leur mets un sac poubelle. Bienvenue en prison. Vraiment, c'est. Et alors, quand on discute avec le gars, il dit ah non, mais c'est normal, c'est parce que ce sac poubelle dans lequel on a mis sa brosse à dents et tout ça, c'est le sac qu'il va pouvoir mettre dans la corbeille de sa cellule. Ah oui, d'accord. Oui, mais alors, c'est pas parce que c'est logique pour vous que symboliquement ça marche votre affaire. Donc, vous voyez, parfois il y a aussi des choses qu'on ne questionne même pas, mais qui sont peut-être un petit peu pas hyper adroits. Interroger les habitants, n'hésitez pas à le faire aussi en les provoquant. Alors moi j'aime beaucoup ça, mais ça marche bien. C'est que par exemple, vous avez fait, vous entre vous, là, dans le conseil du quartier, vous avez des vagues d'idées de pourquoi ça ne marche pas dans le quartier, etc. Et vous faites des cartes, vous faites plein de petites cartes, et vous dites, ah ouais, il y a ceci, il y a ceci, il y a cela, etc. Et un peu provoquant. Et puis vous faites des mini rendez-vous avec les habitants, comme vous voyez là, et vous leur soumettez des cartes. On appelle ça, nous, des cartes à réaction, parce qu'elles sont souvent tellement un peu fortes que... Et l'idée, c'est de collecter les réactions. Qu'est-ce que ça suscite chez l'autre? Est-ce qu'il est d'accord? Bof? Pas du tout d'accord? Pourquoi je dis ça? Parce que ce qui est intéressant, c'est que ça vous permet d'aller un tout petit peu plus loin. C'est-à-dire que vous croisez un habitant qui vous dit ouais, ici les gens ne se parlent pas, personne ne se connaît, le quartier est hyper individualisé. Est-ce que on le prend pour l'argent comptant et c'est vrai, ou est-ce qu'on va creuser un peu? Si on creuse et que vous écrivez cette carte, ce quartier il est nul, tout le monde est individualiste, personne ne se parle. Et vous allez voir 10 habitants, un peu au hasard, et ça fait partie de vos cartes. Et vous lui demandez, est-ce que vous êtes vachement d'accord avec ça? Pas du tout. Et peut-être que vous allez vous rendre compte que si vous avez ces 9 habitants qui vous disent ah non, pas du tout, moi je suis pas du tout d'accord. Moi je m'entends hyper bien avec le voisin, on s'entraide, etc. Vous allez pouvoir, entre guillemets, invalider ce qui était juste une opinion individuelle qui n'était pas du tout en fait une opinion partagée. Et ça, c'est important que vous soyez vigilants à ça, c'est-à-dire qu'une opinion individuelle n'est pas forcément représentative de la réalité. Donc vous avez le devoir presque d'aller aussi vérifier ces faits, aller chercher des preuves, comme je disais tout à l'heure. Analysez, dessinez, faites des schémas, faites des dessins, des problèmes, des complications. Je vous dis ça parce que là, ce qu'on essaye de dessiner, on est à la Commission européenne en train d'essayer de dessiner le système de gestion des fonds structurels européens, distribués par les 27 États membres. Autant vous dire que c'est un merdier pas possible. Et à un moment donné, si on veut s'y retrouver un tout petit peu, il faut essayer au moins de se représenter visuellement ce que c'est que cette affaire. Et parce qu'on va le représenter, on va pouvoir identifier encore une fois des endroits où il y a des problèmes, des idées potentielles d'innovation, etc. Allez, j'accélère un petit peu parce que je vois qu'elle même un peu le temps file. Copier sur son voisin. Pas bien. On nous a tous dit à l'école, pas bien. Ouais, mais si le voisin fait des trucs vachement chouettes, c'est un peu bête de ne pas aller voir ce qu'il fait quand même.
Et le réseau Urbac, avec dont Nicolas Castet est coordinateur, c'est ça, c'est 8 villes qui pendant 2 ans et demi vont, alors pareil, vous avez compris, pas copier bêtement, copier-coller, c'est copier dans le sens où aller s'inspirer, aller se nourrir et ramener des choses à la maison, qu'on adapte, qu'on ajuste, etc., qu'on recontextualise, bien entendu. Mais c'est hyper important. Je dis ça parce que souvent, voilà, on va chercher, ce qu'on disait tout à l'heure, hein, on va chercher des idées nous-mêmes, parce qu'en plus en France, on aime bien avoir la paternité de l'idée, le génie, genius loci, qui est la géniale idée, sauf qu'il y a de fortes chances quand même que d'autres ont eux aussi résolu le problème avant vous, et que ça mérite d'aller voir ce qui se fait. Donc allez voir ce qui se fait ailleurs, et des solutions. Co-créer des scénarios avec les habitants. Vous pouvez tout à fait imaginer que, vous voyez, par exemple, vous faites une première session entre vous, vous imaginez les premières solutions, et puis, hop, vous invitez d'autres habitants, 15 habitants, 20 habitants, à venir à une session qui se termine par on boit un coup, on passe un bon moment. Ça, je crois que je vous le redirai, mais pensez au plaisir là-dedans. Et même pour vous, si vous oubliez la dimension plaisir, vous allez tous quitter le navire les uns après les autres. Donc, il faut que même vos rencontres, quand vous travaillez avec les habitants, etc., vous preniez plaisir. Quand on est avec notre petite tente, etc., on met de la musique dans la rue, on boit un café avec les gens, hop, on en prend un et puis on va faire une interview, etc. Mais il y a un moment, il y a une dimension plaisir. Donc, si vous faites, je sais pas quoi, un diagnostic ou co-création de scénario, faites un pique-nique diagnostic. Vous voyez ce que je veux dire? Pas le diagnostic dans la salle sombre au bout du couloir de la rebelle bidule. Prenez plaisir et donc installez les conditions pour que ça puisse se faire. Et puis j'en termine pour expérimenter, simuler, prototyper. Vous savez, souvent on a du mal, et c'est normal, à se projeter. Et en fait, nous par exemple, il y a un outil qu'on utilise de plus en plus, qu'on a appelé Photoshop sur Photoshop. C'est quand vous ne savez pas faire de Photoshop, etc. Vous faites une veille ou un benchmarking, si vous voulez. C'est-à-dire que vous allez voir l'existant qui vous inspire. D'accord? Vous allez voir sur Internet, télécharger les images, etc. Puis vous les imprimez. Vous imprimez tout en pleine page comme ça. Et vous faites une promenade urbaine avec les habitants et où vous imaginez les potentielles transformations de l'aménagement des rues à travers toutes ces cartes. Et si ici, il y avait une périphérie. Ah non, c'est une grosse connerie, ça ne marche pas, parce que de toute façon, ici, on doit faire je sais pas quoi, le marché, les concerts. Ah ok, c'est une... Et si ici, tiens, justement, on avait un petit kiosque à concert. Ah ouais, c'est une bonne idée, mais là, il y a le métro qui passe, ou... ok, ouais, mais alors du coup, on pourrait bien le mettre ailleurs. Et si ici, c'était un endroit qui était fermé à la circulation tous les dimanches. Parce que c'est fête de quartier tous les dimanches. Et donc on circule dans cette promenade urbaine à travers toute une série de projections. Ce qui est intéressant dans le processus, c'est quoi? C'est que si vous dites aux habitants, tiens, j'ai l'idée qu'ici on pourrait faire un kiosque culturel, etc. Tu me dis ça, je ne me représente pas ce que ça peut être. Si on fait comme ça, je commence à avoir une meilleure capacité à me projeter dans la proposition qui est faite. Donc, on a tous, ça c'est de pouvoir aussi des images, des maquettes, de tout ça, c'est que ça nous permet de nous projeter, de nous imaginer le futur. Donc ça c'est un élément qu'il ne faut pas omettre dans ces travaux. Alors nous on pousse le vice un peu plus loin, vous l'avez compris tout le temps. Ici à un moment donné, dans un projet, on arrive et dit tiens, parmi les tas d'idées qui sortent, il y a un truc qui sort autour du berger urbain. Le berger urbain dit ouais, à la ville de Bruxelles, les parcs et tout ça, ils sont tondus par des moutons. Et les jardins des entreprises aussi, tout ça. Parce que c'est plus écolo, ça fait moins de bruit, c'est vachement plus sympa que les gros tracteurs, etc. C'est vachement bien. À ce stade-là, on ne sait pas du tout si c'est une grosse connerie qu'on est en train de dire, ou s'il y a un vrai intérêt. Donc ce qu'on fait, c'est on va l'expérimenter.
Sauf qu'on ne va pas l'expérimenter en faisant vraiment des moutons tout de suite. On n'en sait rien, c'est trop risqué. Par contre, on va expérimenter, ne serait-ce que de savoir si notre idée, on est les seuls à la trouver chouette, ou est-ce qu'elle suscite l'intérêt des autres. Et alors, ce que vous voyez là, c'est le flyer. En fait, c'est un faux flyer. C'est-à-dire que le service n'existe pas, on n'a même pas les boutons. Mais on fait un flyer et on passe une journée à concevoir notre flyer. Enfin, une demi-journée. On dit voilà, alors on prend des photos de moutons, etc. On explique le service, l'intérêt du service, le coût, etc. Tout ça, c'est pifométrie. Mais c'est pas grave. On essaye de vendre le service comme si on devait le vendre et qu'il était prêt pour demain. Et on part, on imprime notre flyer, on imprime et on part voir les communes de Bruxelles et des entreprises qu'on est là, et on leur présente le service. En disant, il y a un nouveau service, il s'appelle Berger Urbain, etc. Qu'est-ce que vous en pensez? Et puis, là, on a des réactions. Ah, mais c'est vachement bien, je trouve ça top, etc. Non, pas du tout. Et on a aussi tout ce qui est entre deux, qui est, ah, mais c'est intéressant, mais qu'est-ce qui se passe si le mouton est blessé? Et si on mange le mouton? Et si, etc., etc. Plein de questions auxquelles on n'avait pas du tout pensé. Ce qui veut dire deux choses dans l'intérêt d'un dispositif comme celui-là. Si tout le monde me dit, mais c'est quoi votre connerie? On rentre chez nous, on met le flyer à la poubelle, on a perdu une journée. Et en vrai, on n'a rien conçu, on n'a rien, voilà. C'est tout. C'était une mauvaise idée, très bien, on sait que c'est vraiment une mauvaise idée, et surtout, on a économisé vachement de temps de cerveau, parce que justement, on n'a pas poussé trop loin. Ce qui n'est pas souvent le cas, parce que souvent, on aime beaucoup passer énormément de temps entre nous à sur-réfléchir à l'idée, sans même vérifier si finalement elle est intéressante ou pas. C'est juste que nous, on en est auto-convaincus. Le deuxième élément, c'est surtout qu'en fait, toutes ces réactions, toutes ces interrogations qu'on nous pose, elles nous permettent d'affiner notre concept, d'affiner notre idée, notre projet. Et ça, c'est du pain béni. Donc, n'hésitez pas à faire des faux. Après, vous voyez avec la ville, mais faites des faux aménagements, faites des faux. Par exemple, nous, à un moment donné, on avait fait des panneaux dans la ville, et c'était marqué ici, prochainement, telle infrastructure. Un vrai panneau qu'on pose dans la rue. Par contre, le panneau, on est à côté. On est à côté pour collecter les réactions et engager les conversations. Parce que les gens passent devant et se disent mais, oh, ils vont vraiment faire ça, mais attends, c'est quoi cette horreur, etc. Et alors, on échange et on collecte. Et le soir même, on est reparti avec notre poteau et on rentre à la maison. Et vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'on peut expérimenter des choses, on simuler, parce que ça nous apprend énormément. Et évidemment, à chaque fois, on leur dit que c'est faux, c'est pour des faux, etc. C'est pas de la manipulation. À la fin, là, on leur disait, bon, il n'existe pas, hein, c'est un faux flyer, c'est une expérimentation. Enfin, ils savaient que c'était une expérimentation. D'accord? Piquer les Legos, et Saint-Nicolas l'a fait avec ses enfants, hein. Il a piqué tous les Legos et les Playmobil, et il les a amenés ici pour faire des maquettes avec le groupe local de Active Citizens. Pourquoi? Parce que, pour deux raisons. Ça nous permet de visualiser et ça nous permet de penser avec les mains. Ça nous permet de raconter des histoires. Et ça peut paraître tout con. Et je vous assure que pour raconter des transformations dans votre rue, dans une école, dans machin, c'est vachement efficace. Pourquoi? Parce que vous pouvez raconter des trucs. Alors ici, et nous on le fait pour de vrai, hein, ça c'est le service public Wallonie. C'est la direction économie et recherche de service public Wallonie. Donc c'est pas, c'est vrai. Et le gars qui est tout en haut à droite, c'est l'inspecteur général des services. Qui a fait sa maquette et qui est dans le hall d'entrée du service public en train de présenter sa maquette. Et vous voyez, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, là, il décrivait un laboratoire, un espace de co-création au sein de l'administration. Et donc, alors ici, il y a le cœur du labo, c'est un espace de convivialité, puis il y a des stations de travail individuelles, et puis ici, il y a un atelier de prototypage, et puis ici, il y a des endroits de formation, etc. Mais en fait, c'est tellement plus facile à raconter, parce que je l'ai dessiné, je l'ai matérialisé, comme un enfant qui me dit, ah ici, il y a, je sais pas quoi, le supermarché, et puis ici, c'est ma chambre, mais peut tout à fait faire la même chose avec de l'urbain, avec de la politique publique. Et enfin, vous vous souvenez, c'était la toute fin de ma boucle, c'est évaluer et analyser les effets. Alors, je vous dis ça à vous,
faut savoir quand même que aussi dans les collectivités publiques, c'est pas hyper souvent fait. Il n'y a pas une énorme culture d'évaluation des politiques publiques. Souvent, on préfère ne pas les évaluer. Parce qu'on sent parfois que c'est pas top. Donc, si en plus on va chercher des preuves qui nous montrent. Voilà. Mais, je vous dis ça, mais parce que ce qui est intéressant, c'est d'aller chercher les effets. Ce qui nous intéresse, c'est pas tant de savoir, encore une fois, c'est pas de juger, pas de savoir si c'est bien, pas bien, c'est quels effets ça produit. Positifs, négatifs. Mais quels sont l'ensemble des effets, des changements de comportement, etc., que ça produit. Ça c'est hyper utile. Et tant qu'on n'évalue pas, on ne peut pas connaître l'impact de ce qu'on a fait. Vous savez, on fait par exemple, je sais que vous avez un petit budget pour faire de l'animation de quartier, des choses comme ça. Certains d'entre vous organisent des petits événements culturels, des petits. Et même souvent nous-mêmes, on ne prend pas le temps d'évaluer ce qu'on fait. On le fait, on est content, alors parfois on va avoir juste à chaud quelques petits retours, c'est vraiment chouette, une tape sur l'épaule, bravo, etc. Alors évidemment, c'est une forme d'évaluation, ça, c'est une forme d'évaluation. Mais de temps en temps, ça mérite d'aller un tout petit peu plus haut. Et dire, mais, alors, ça peut se faire de différentes manières, hein, de photographier les choses pour regarder ce qui se passe, d'aller interroger les habitants. Là, vous pouvez mettre votre questionnaire d'évaluation pour savoir ce qu'ils en ont pensé, ce qu'ils en ont tiré, etc. Mais ça va vous donner des billes pour la suite, ou pour améliorer pour la deuxième édition. Et c'est ce qu'on a fait ensemble aussi, pour ceux qui étaient là, évaluer pour mieux reconcevoir. Vous vous souvenez, on est parti d'un constat, c'était tous les verbatims, toutes ces citations, il y avait une quarantaine de citations, qui mettaient un peu les pieds dans le plat de tout ce qui potentiellement était à améliorer avec les conseils du quartier. Et tout ça dans cette logique de se dire, en fait, on n'évalue pas pour évaluer pour le plaisir, personne ne prend plaisir à évaluer. Enfin si, il y a des gens, mais la majorité, non. Mais le but, c'est évidemment que cette évaluation, elle nous serve à reconcevoir, à réaméliorer. C'est ça le but. La mauvaise évaluation, c'est souvent d'ailleurs celle qu'on a à l'école. C'est celle qui, on met juste une baffe et on dit c'est pas bien. Oui, les gens en fait ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est je t'évalue, mais c'est ça, c'est pour mieux faire. Et bon, enfin bref, vous avez compris, c'est une culture d'évaluation un petit peu particulière. Mais elle est là au service du mieux faire pour repenser. Bon, au total, ça va, ça commence à. Ça va, je ne vous ai pas totalement perdu. Est-ce que ça suscite des petits picotements dans le cerveau, des petites envies, ouais, je vois quand même des têtes qui font des petits hochements timides, mais genre oui, mais il faut encore qu'on processe tout ça là. Et oui, évidemment, prenez le temps de la réflexion. Ouais, allez-y. Allumez votre. Alain de Perron, partie 10. Voilà, monsieur, moi, je trouve que c'est très très bien tout ce que vous avez évoqué, etc. Mais il y a quand même l'histoire d'une ville. Ça, vous n'en parlez pas. Vous n'en parlez jamais de l'histoire d'une ville, parce que voilà, là, c'est contrainte, là, c'est sa conception, il faut voir des villes un peu moyenâgeuses, etc., qui deviennent. Et des fois, il peut y avoir des projets très difficiles à réaliser. Et après, l'histoire des budgets. Et nous, on a 75 000 euros par an. Hein. Donc, c'est quand même important. Alors que là, quand vous nous donnez l'idée du budget de Paris, là, bon, c'est sûr que ça nous fait rêver. Mais bon, là, on y va par petites touches. Tout à fait. Alors, j'ai assez peu parlé de budget, notamment parce que, en fait, il y a quand même un paquet de trucs dans ce que je vous ai montré qui ne nécessitent pas des millions et des millions. En fait, presque envie de dire, en tout cas, pour la participation, je ne parle pas pour de la rénovation urbaine et des travaux, mais pour la participation citoyenne en tant que telle, au plus vous êtes un peu pauvre, au plus vous avez intérêt à être innovant et créatif de la manière dont vous allez faire. Et je dis ça parce que, en fait, nous, ça nous a coûté moins cher de nous installer avec du thé, du café et notre tente en rue que d'imprimer 3000 flyers. Donc, vous voyez, de temps en temps, il faut voir. Mais effectivement,
la question des budgets elle est importante, la question des outils, des méthodes et tout ça, elle est hyper importante. Et tout ça, c'est des choses justement à explorer un petit peu, à voir ce sur quoi vous voulez investir, sur quelles sont les manières dont vous voulez fonctionner. Mais clairement, oui, sur tout ce qui touche par contre aux vrais travaux d'aménagement, de voir et tout ça, là c'est clair que c'est des budgets qui sont importants, mais parce que c'est technique, c'est de l'ingénierie, c'est des choses. D'autres petites réactions? Ouais. Myriam Amadei, je sais pas si ça marche. Faut appuyer un peu plus. Faut que ça soit vert. Allô, allô. Voilà, ça y est. Yes. Myriam Amadei, quartier 7. Concernant en fait, la communication, ce qui serait bien peut-être pour une bonne visibilité, c'est d'avoir un logo, enfin le logo conseil de quartier, du temps qu'il a changé, on a fait les flyers avec l'ancien logo, on ne savait pas qu'il allait changer. Peut-être adhésif pour que les riverains puissent nous reconnaître aussi. On ne va pas demander des vêtements logotisés, je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais quoi qu'il en soit, si on avait des adhésifs reconnaissables conseil de quartier, peut-être que ça aussi, ça nous faciliterait les choses quand on circule dans notre quartier. Je trouve que ça serait peut-être pas mal d'avoir des cartes de visite aussi un peu neutres. Après, on marque notre nom et notre numéro de téléphone, pourquoi pas, voilà. Oui, tout à fait, mais tout ça, c'est clairement dit. En fait, sur tous ces trucs-là, j'aurais envie de vous dire, expérimentez. Vraiment, le mot d'ordre, c'est ça. Par exemple, moi, de ce que je tire de votre idée, c'est il faut être potentiellement reconnaissable si on fait quelque chose à un moment donné en rue. Mais si vous n'avez pas, pour le dire un peu brut, si vous n'avez pas la thune pour faire 15 t-shirts avec le logo, ben vous décidez que ce jour-là, vous allez faire une action auprès des habitants, vous habillez tous en rouge. Ah, mais je vous assure que si vous êtes 15 en rouge dans la rue, on va vous repérer. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que tirez à chaque fois des idées que vous avez là, tirez à chaque fois le truc de ok, comment est-ce que j'arrive à garder cette idée, qui est mon besoin d'être visibilisé, mais en trouvant l'alternative. Et je trouve que ça c'est aussi ce processus créatif. Pourquoi? Parce que sinon on retombe dans des mécanismes toujours un petit peu classiques. C'est-à-dire que, vous voyez, il va falloir imprimer des t-shirts, du coup ça va coûter de l'argent, or vous n'avez déjà pas beaucoup de thunes. Du coup il faut demander à Patrick. Patrick va dire bah, moi j'en ai pas non plus. Et du coup vous n'allez pas avoir vos t-shirts et du coup vous allez être frustré. Alors qu'en fait, si vous dites effectivement on se met tous en jaune aujourd'hui, ou tous en rouge, ou tous en bleu, vous allez réussir à faire cet effet un peu étonnant, etc. Et en même temps répondre à votre besoin. C'est un petit exemple, hein, mais clairement, oui, se rendre visible. C'est pour ça que quand je vous ai montré la tente. La tente, attention, le design de l'installation est important. Vous avez bien vu que donc, il y avait une grande tente jaune, un grand rond jaune au sol, des tabourets jaunes, etc. Ce n'était pas le petit barnum de stand de marché qu'on aurait mis en rue et sur lequel tout le monde passe devant sans jamais s'en rendre compte. Donc la forme et le design de l'installation jouaient aussi pour, comme vous le dites, qu'on nous reconnaisse. Parce que si on s'était mis en rue juste avec le stand habituel de Bardum, on nous aurait pris pour une association et on aurait eu 3 personnes qui seraient venues nous voir. D'autres petites réflexions, d'autres... Ouais. Encore moins. En ce qui concerne l'idée de prendre des idées, des bonnes idées des autres, est-ce que, je ne sais pas si la ville des quartiers a pensé à mettre, alors je ne sais pas de quelle manière, hein, un système d'échange entre nous, les conseils de quartier, pour justement mettre une idée, dire voilà, nous, le conseil de quartier, on va dire 7, on a pensé à ça et on fait partager aux autres quartiers. Voilà. Si je peux me permettre, si vous êtes tous réunis ici aujourd'hui
Alors, il n'y a que la moitié des conseils de quartier, mais c'est aussi un moment pour vous vous rencontrer, partager des diagnostics sur tel ou tel endroit et discuter. Après, effectivement, ça peut être un objet d'une réunion, des présidents de conseils de quartier qui discutent entre eux. Ça, c'est tout à fait possible, on peut l'organiser pour vous et avec vous. Et aussi peut-être parler, débattre un petit peu entre vous des solutions que vous avez pu trouver suite à l'intervention de M. Gouache concernant le travail avec les habitants de vos quartiers. Je pense que c'est hyper important que vous fassiez de la coopération interquartier, comme vous dites, c'est hyper. Enfin, moi je trouve ça vachement bien. Je pense que. Mais, et pour le coup, j'ai presque envie de dire, si possible, demandez même pas à la mairie. Demandez pas à la mairie. Vous n'avez pas besoin de la mairie pour organiser un pique-nique entre 4 quartiers qui vont réfléchir le temps d'une journée. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que chacun ramène une salade de pâtes, une bouteille de rosé, etc. Et vous faites votre truc. Au plus, enfin je dis ça, mais je prends la parole parce que en fait moi je suis assez libre. Mais au plus vous allez essayer, et je dis ça d'expérience, au plus vous allez demander de choses à la collectivité, au plus vous allez être frustré de ses difficultés à répondre de manière réactive, pour le dire. Et je pense que vous avez tout intérêt à vous dire, mais en fait, qu'est-ce qui nous empêche qu'on se recroise tous dans 2 semaines, chacun ramène un truc à manger et à boire, et on fait ce partage. Soit, tiens. Il me semble, Patrick, qu'il y avait le projet de faire la convention des présidents, non? Oui. Parfait. Oui, par rapport à la question de Myriam et à la réponse d'Arthur, bon, premièrement, au mois de, je crois que c'était au mois d'avril, mars ou avril, si je me souviens bien, il y avait une réunion qui était prévue le 6 avril, entre les 23 présidents. Bon, pour cause de raisons sanitaires, elle a été annulée. Bon, de toute façon, avant la fin de l'année, dès qu'on pourra, je pense qu'on remettra ça à l'ordre du jour. Ensuite, concernant les animations, si vous vous souvenez, il y a 2 ans de ça, le quartier 17, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui sera là ce soir, avait lancé une manifestation commune avec un vide-grenier interquartier. Vous avez dû tous recevoir un mail annonçant que cette manifestation était relancée. Donc voilà, dès que vous avez un petit moment, si vous pouvez nous faire un retour pour constituer un groupe de travail pour relancer cette manifestation. Ah, excusez-moi. Et ça nous arrive déjà d'être organisé. Attendez, excusez-moi, il y a un monsieur qui galère avec son micro au bout. Non, mais sinon, prenez le micro. C'est bon. Excusez-moi, donc Nicolas Franco, quartier 7. Pour revenir sur ce que vous disiez, M. Gouache, par rapport à nous, conseillers, de prendre l'initiative par rapport à tel ou tel problème qu'on pourrait avoir en commun avec les quartiers. Voilà, la mairie nous a également sollicité pour mettre en place des délégations par rapport à la transition écologique, par rapport à la lutte contre l'isolement et tout ça. Alors c'est vrai que nous, il faut qu'on prenne aussi l'initiative, mais aussi à la mairie, s'ils nous demandent d'élire des délégations, de prendre aussi les devants et qu'on se réunisse pour aussi en débattre. Sachant qu'aussi, on a fait des diagnostics, nous, dans nos quartiers respectifs, avec des questions et des problématiques qu'on a relevées et qu'on aimerait bien aussi que les habitants nous relèvent aussi, qui ne relèvent pas forcément de ces délégations aussi. Donc voilà, il y a pas mal de paramètres comme ça qui rentrent en compte. Que c'est vrai, nous, en tant que conseillers, il faut qu'on prenne des fois des initiatives pour qu'on se rencontre, parce que comme partie d'une même ville, mais aussi à la mairie, si jamais nous, pas une pause, mais bon, une demande de délégation pour des thématiques bien particulières, d'agendre le phénomène. Voilà. Absolument d'accord. Merci. Absolument d'accord. Et enfin, en tout cas, nous on met beaucoup en garde sur les questions de participation citoyenne. Attention au fait que les super citoyens dont vous faites partie, ça ne court pas les rues. Et donc, il faut vachement en prendre soin. Parce que c'est une ressource un peu rare
Et donc on doit veiller à ce que soit on crée d'autres nouveaux super citoyens et des envies d'autres super citoyens, soit il faut pouvoir préserver aussi ceux qu'on a. Ce qui veut dire que je pense que vous devez aussi vous préserver dans l'affaire, et c'est-à-dire ne pas hésiter peut-être à effectivement un peu soit de sectionner les choses, de dire bon ben en fait on est 9, mais les 9 qu'on est, on ne peut pas travailler sur tous les sujets. Peut-être qu'on se divise en 2 ou 3 groupes, et vous travaillez sur tel sujet, nous travaillons sur tel sujet, et que la prochaine fois qu'on se voit, on se raconte ce que l'autre groupe a fait, et parce que sinon ça va être hyper lourd de travailler sur autant de problématiques. En tout cas, vous devez veiller à ce que vous trouviez des choses qui fait que, encore une fois, je vous disais tout à l'heure, que tout le monde ne saute pas du navire, c'est hyper important, et donc c'est à vous un petit peu d'inventer le format aussi, où vous dites, ouais, en fait, on fait 3 sous-groupes de travail, parce que je sais pas quoi, parce qu'il y a des affinités par rapport à des sujets. Hein. Peut-être que moi, les trottoirs, ça me passionne. Peut-être que moi, c'est plutôt, je sais pas quoi, les événements culturels. Peut-être que moi, c'est plutôt les brocantes et les villes quartiers. Enfin voilà. Donc, ça, c'est des éléments. Oui. Vous m'entendez? Non. Faut que ça soit vert. Ouais, ça y est. Bonjour à toutes et à tous, Christine Rognier du quartier 1. Oui, ce que vous dites, c'est vrai, et on a partagé les tâches d'ailleurs, parce qu'en effet, chacun peut avoir des affinités avec certaines choses, ce qui ne veut pas dire qu'on ne travaille pas non plus tous ensemble. Ensuite, le fait que nous ayons fait le diagnostic de quartier nous a permis de relever aussi des actions que l'on devrait faire, d'ailleurs on en parlait avec le collègue du quartier 2, en commun. Donc il est vrai qu'on peut échanger, après évidemment la mairie sera tenue au courant des fruits de nos échanges. Oui, je disais que la mairie sera bien sûr mise au courant des fruits de nos échanges. Mais déjà, on peut très bien, en faisant un pique-nique, ce qui est plus convivial, évidemment, ou sans pique-nique, peu importe, mais l'essentiel, c'est de se mettre d'accord, d'échanger et de voir comment on peut faire évoluer nos quartiers respectifs. Je dis respectifs parce que là, il s'agirait de 2 quartiers. Par exemple. Tout à fait, et je rejoins notamment sur le tout premier point que vous avez dit, qui est pour moi hyper fondamental. C'est-à-dire que je vous parlais tout à l'heure de plaisir, etc. Il y a dans vos groupes des compétences hyper diverses. Il y a des gens qui s'expriment bien en public. Il y en a qui ne s'expriment pas du tout bien en public. Il y en a qui débordent tellement de douceur et de gentillesse qu'ils peuvent parler avec n'importe qui et ils sont hyper bons là-dedans pour faire parler des gens. Il y en a, mais au pas qui parlent aux gens. Il y en a qui dessinent vachement bien, qui font de la photo. Il y en a, vous voyez ce que je veux dire? C'est vachement intéressant aussi que vous preniez le temps, peut-être à une occasion, hein, mais de vous connaître bien les uns les autres et de savoir un peu les compétences des uns des autres. Parce qu'en fait, tout ça, c'est vachement précieux. Vous avez vu, je vous ai balancé des trucs, il faut visualiser, il faut faire de la narration, il faut discuter avec des gens, mais en fait, c'est vachement bien quand vous savez, par exemple, si telle personne, elle est top et qu'elle embarque tout le monde avec elle. Et lui, par contre, c'est un super logisticien ou un MacGyver qui est partout et donc qui va être hyper précieux pour telle. Je voudrais juste ajouter, oui, ce que vous dites est tout à fait Elsa, mais pour s'engager dans cette aventure du conseil de quartier, je dirais qu'effectivement, on a tous des compétences différentes, et tant mieux, de tous les mettre en commun, mais il faut que l'on ait aussi un minimum d'empathie. Il faut aimer les gens, sinon c'est pas la peine. Même si on est très en retard, alors on peut effectivement à ce moment-là travailler sur des choses beaucoup plus techniques dans ce cas-là. Mais c'est vrai que quand on est face aux gens, il faut être empathique. Moi je vais rebondir sur ce que disait Christophe. L'organisation au sein de chacun des conseils de quartier est très importante, on l'a vu. Et aujourd'hui, on compte sur vous qui avez assisté à la formation, y compris ceux qui sont en ligne avec nous, pour vous réunir avec chacun des conseillers et parler justement de ces questions de démocratie participative, comment
au travers de votre diagnostic, comment au moment de la consultation des citoyens que vous allez sûrement réaliser lorsque vous allez sélectionner vos projets, comment vous arrivez à sélectionner avec eux ces projets-là avant de les contractualiser avec la mairie. Et tout l'intérêt, c'est de retenir ce qui a été dit durant cette formation pour le mettre en application. Et la mairie essaiera de se tenir à vos côtés pour réaliser ça, en vous mettant à disposition des outils peut-être technologiques, c'est ce qu'on est en train de développer, mais aussi voilà, de vous accompagner dans ces demandes-là. Donc essayez de vous réunir avec vos conseillers de quartier pour en discuter, histoire qu'il y ait un véritable échange qui se passe et que vous puissiez tous, petit à petit, arriver avec des solutions, des idées. Christophe a dit qu'il fallait y réfléchir un peu, dormir dessus, et après ça allait émulser un petit peu dans nos cerveaux à chacun. À titre personnel, pour la mairie, moi je pris pas mal de notes aussi sur ce sujet-là, parce que ça va être des choses que vous allez mettre en place au niveau des conseils de quartier, mais dont la mairie va aussi s'inspirer pour parler à plus d'habitants de la collectivité en général. Donc n'hésitez pas, prenez du temps pour discuter entre vous sur vos compétences, mais aussi pour discuter de ces fameux bilans, ces diagnostics et des consultations que vous allez réaliser plus tard. Et alors, vu que je suis toujours un peu les pieds dedans, interrogez-vous selon les étapes où vous êtes, sur qui participe et pourquoi. Encore une fois, il n'y a pas de bonne réponse ou de mauvaise réponse. Est-ce que vous voulez un micro-public de citoyens sélectionnés? Est-ce que vous voulez une grande masse tirée au sort? Est-ce que vous voulez l'opinion des gens ou est-ce que vous voulez l'expertise des gens? Tout ça c'est bon, hein. Tout est bon à prendre. Est-ce que c'est du one-shot, c'est-à-dire vous savez, hop, un petit temps court, ou des rendez-vous? Est-ce que vous voulez les faire réagir ou est-ce que vous voulez les faire co-créer? Tout ça c'est bon. Ça dépend de ce que vous faites. Et mon petit provoque de fin, c'est juste pour vous faire sourire, hein. Mais finalement, quand on y pense et qu'on regarde de loin, les conseils des quartiers d'Agen, ils ont d'intérêt que s'ils contribuent vraiment à une démocratie plus participative, parce que sinon, en fait, c'est juste une couche de démocratie représentative en plus, à une échelle en dessous, à l'échelle d'un quartier. C'est-à-dire que c'est 9 conseillers élus, représentants, qui décident tout seuls, pour le reste du quartier, sans consulter les habitants. Un peu comme ce qu'on reproche à la démocratie représentative plus haute. Et donc, avec tous les défauts qu'on lui reproche. Voilà, j'en ai fini avec cette phrase. Allez chercher la parole. Attendre que les gens la prennent n'est pas suffisant. Parce qu'il y a beaucoup trop de gens autour de nous qui ne sont pas en capacité d'apprendre, qui ne sont pas suffisamment outillés, aguerris, en confiance pour l'apprendre. Et donc on ne peut pas juste se satisfaire de, vous savez, mettre un mot sur la porte et dire entrez. Bah, pour beaucoup de gens, c'est déjà un trop grand pas à se franchir. Donc il faut qu'on aille chercher cette parole. Merci à tous. Merci. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Monsieur Achou, président du quartier numéro 8. Oui, c'est bon. D'après le diagnostic qu'on a fait pour l'année 2022, on a un projet de renouveler un aire de jeu. Ils sont venus avec les techniciens de l'espace vert, M. Mornay, avec les autres responsables de l'habillement et tout ce qui concernant l'aire de jeu. Et là, je demande, est-ce que c'est à notre choix de le faire ou c'est eux qui choisissent, question de matériel ou question de clôturage? Parce qu'une aire de jeu, dans une cité comme ça, c'était renouvelé presque 5 ou 6 fois. Et toujours sans grillage, sans clôture. C'était abîmé par. Et moi, j'insiste pour le faire avec la clôture, pour éviter, dans cette cité, les jeunes pour entrer à vélo et ça commence à abîmer les sols et abîmer les gens. Alors, pour vous répondre là-dessus, dans le réseau Active Citizens, donc notre ami Nicolas, et le réseau donc, de ces villes européennes, avec l'Estonie, la Roumanie, etc., il y a une des villes partenaires, qui est aussi d'ailleurs une jumelle avec vous, qui s'appelle Dinslaken,
Et Dienstlaken a lancé il y a plusieurs années une démarche où l'ensemble des aires de jeu pour enfants dans la ville de Dienstlaken sont pensées et dessinées avec les enfants et les familles. Ça pourrait être une piste. Si on a fait ça avec les gens, avec les citoyens, on a demandé qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'on n'a pas demandé leur avis. Mais je parle de culture. Ça, j'ai l'impression que là, il faut regarder un petit peu l'expertise aussi, soit l'expertise ville, soit l'expertise d'ailleurs. Je ne connais pas bien le sujet, mais si on se dit, en fait, il y a 10 aires de jeu à Agen, ces 10 aires de jeu qui ne sont pas grillagées et ça marche très bien, il n'y a pas de raison d'être un grillage. Si toutes les aires de jeu qui ne sont pas grillagées sont saccagées, alors il faut mettre un grillage. Mais oui, ce que je veux dire, c'est que ne prenons pas le problème, enfin, prenons le problème dans l'autre sens. Partons des existants et faisons un petit peu ce qu'on pourrait appeler presque, si je prends un grand mot, une analyse comparative. C'est-à-dire qu'avant même de décider, il suffit d'aller voir ailleurs. Si ailleurs, il n'y a pas besoin de grillage pour faire une aire de jeu, et que ça passe très bien, bah, peut-être qu'il n'y a pas besoin. Vous voyez ce que je veux dire? Dans cette logique, en tout cas, moi c'est comme ça que je solutionnerais ce truc-là, plutôt que de savoir si oui ou non on doit faire. Moi j'irai voir ailleurs, et je regarde s'ils le font, bah, oui. Concernant la clôture de l'aire de jeu, il se trouve que nous, au niveau du quartier 7, on a clôturé une aire de jeu Gustave Flaubert, ceux qui connaissent. Et donc, c'est le conseil de quartier qui a payé la clôture. Donc, ça fait partie des investissements que nous avons faits. Une chose aussi, l'application Tell My City, c'est une application qui est vraiment d'une efficacité redoutable, mais dans le bon sens. C'est-à-dire la ville des quartiers réagit très vite. Et je pense que ce serait bien que la vie des quartiers peut-être renvoie un usage enfin pas le manuel, mais l'explication de l'installation de cette application. Parce que moi j'ai des conseillers qui n'ont pas réussi, qui n'ont pas mis encore l'application, et pourtant c'est vraiment très très bien. Donc là je pense que ça serait aussi une piste. Vous parliez de preuves au niveau des problèmes de dégradation ou autre, là, c'est une preuve flagrante de l'efficacité de cette application. Non, mais écoute, merci Myriam. De toute façon, nous sommes à disposition aussi au service, si jamais il y a des personnes qui ont des difficultés pour mettre en place leur application sur leur téléphone, ils peuvent venir nous voir. Mais après, on pourra mettre la documentation. On en a même au service à disposition pour explicative pour installer l'application. J'ai même vu une pub hier, en arrivant à l'Agen. Il y avait une pub et une affiche pour Tell My City. Ouais, mais alors une vieille pub, alors ça fait très longtemps que ça n'a pas été remis. Ah oui, la promotion de l'application, c'était qu'il y a sur l'ancienne mandature. Donc, D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres réactions, Bon, évidemment, tout ça, c'est un travail en marche, c'est un travail exploratoire, c'est un travail expérimental, c'est un travail. Faut s'amuser, faut essayer, faut tester des trucs. Sentez-vous un peu libre d'expérimenter. Osez surtout. Osez sortir des sentiers battus, des choses traditionnelles. Et amusez-vous à faire des choses un petit peu peut-être incongrues, un petit peu étonnantes. Et c'est aussi ça qui va générer de l'attention, qui va peut-être embarquer des nouveaux citoyens qui ont envie de monter avec vous à bord, etc. Voilà. En tout cas, sinon, un tout grand merci et puis bonne phosphorescence de toutes ces choses-là. Merci, bonne journée.